Est-ce que vous connaissez le concept des vidéos internet iceberg? Pour ma part, je suis tombé sur ce genre de contenu il y a quelques années sur YouTube et ça m'a vraiment fasciné. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de l'iceberg telle qu'on la connaît de nos jours, c'est clairement pas quelque chose de nouveau. Et rien qu'au début du XXe siècle, on utilisait déjà cette expression pour désigner les travaux de Freud sur les instances de la personnalité. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en vrai ça nous intéresse pas trop pour aujourd'hui, mais d'après le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud, on aurait en réalité 3 parties de nous recueillies en un même corps. En gros, il y aurait le ça qui est le réservoir des pulsions, le moi qui gère la réalité et le surmoi qui imposerait la morale. L'image d'un iceberg a donc été utilisée pour justement décrire ces multiples éléments enfouis au sein de notre personnalité. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si on veut vraiment se focaliser sur les origines modernes entre guillemets des vidéos iceberg sur internet, on n'a pas à remonter aussi loin. Il suffit de voir au mois de mai 2020 en fait, donc il y a à peine 5 ans. Tout débute lorsque sur le réseau social américain Reddit a tourné cette image d'un iceberg, divisée en plusieurs parties où l'on pouvait y lire tout plein de sujets en lien avec le jeu Super Mario 64, et par extension son remaster Mario 64 DS. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais plus les sujets étaient bas dans l'image, et plus ils étaient inconnus et ou mystérieux, voire sombres. Le phénomène s'est alors de plus en plus généralisé et désigne désormais les diverses légendes, mystères, creepypasta, ou autres éléments inconnus tournant autour d'un même sujet. En l'occurrence, ici nous allons parler de tout plein d'histoires autour de l'un de mes mangas shonen préférés, l'attaque des titans aka Shingeki no Kyojin. Et oui, je dis shonen car officiellement au Japon il est qualifié de cette manière, même si apparemment en France c'est du seinen, mais bon, passons. Je pense très sincèrement que SNK c'est le manga / animé qui mérite le plus son iceberg rien qu'à lui. Car en effet, depuis sa prépublication le 9 septembre 2009 dans le Besatsu Shonen Magazine, l'œuvre d'Hajime Isayama n'a cessé de faire parler d'elle tant elle est remplie de mystères et de théories cool à aborder. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu l'idée de faire cet iceberg en voyant qu'il n'y avait absolument aucune vidéo en français sur le sujet. Tout du moins pas à ma connaissance. Il y en a pas mal aux US, mais en France, je pense pas qu'on ait fait un véritable iceberg dédié au manga. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire que le fait d'être bilingue et moi, ça fait 2, et que je suis pas non plus Kevin Tran pour vous faire des vidéos en anglais, donc j'ai décidé de faire mon propre iceberg sur Attack on Titan que j'ai divisé en 5 parties. En premier, nous aurons la surface où l'on parlera d'anecdotes assez connues sur le manga et l'anime, puis par la suite nous verrons ce qu'il y a sous la surface, puis les abysses, les profondeurs et enfin les ténèbres de cet iceberg. Alors je sais qu'il existe d'autres vidéastes qui en font plus, mais au-delà de 5, je trouve que ça faisait beaucoup trop. Enfin bon, si je vous dis tout ça, c'est que la vidéo va être sacrément longue, donc bon voilà, n'hésitez pas à prendre un truc à boire ou à manger, et sur ce, Commençons. Nous voici pour le moment au sommet de cet iceberg, à la surface de celui-ci. On va parler de détails assez connus de l'histoire, des éléments qui ont été vus et revus sur la toile, mais qui pour autant méritent tout de même d'être racontés. Ça va aller crescendo, pour le moment c'est assez tranquille, donc bon, je pense qu'on peut y aller. Chapitre 0. Peu de gens le savent, mais SNK a d'abord eu un chapitre prototype, une sorte d'histoire pilote avant d'être réellement publié en 2009. En effet, Hajime Isayama, alors âgé de 19 ans, envoie à l'éditeur Kodansha un chapitre de 65 pages d'un manga nommé Jinrui vs Kyojin, qui veut littéralement dire l'humanité contre les titans. Et pour ceux qui ne savent pas, Kodansha c'est l'une des plus grandes maisons d'édition du Japon, derrière la Shueisha et leur fameux Shonen Jump. Bon, pour en revenir à notre chapitre pilote, celui-ci sort en 2006, soit la même année que Zelda Twilight Princess, Cars 1 cette masterclass absolue, et soit dit en passant le narrateur de cette vidéo. On est donc 3 ans avant la réelle publication de Shingeki, et autant vous dire que ça se ressent bien tant au niveau du dessin qui je trouve est assez moche, que de l'histoire. Dans ce one-shot, les titans ne sont pas réellement utilisés par les humains pour se faire la guerre, mais plus comme un moyen de défendre la planète. On a donc dans cette version de l'histoire un message plutôt écologique, contrairement au manga de base qui lui se barre en 3ème Reich. Ici, les titans qui déciment 80% de l'humanité comme durant la fin du manga de 2009, sont plus vus comme une sorte de métaphore du réchauffement climatique. On y suit des héros habitant derrière des murs d'abri d'une forêt très dense, se cachant de la menace des titans comme dans l'œuvre originale, à la différence près qu'ici il n'y a ni district, ni mur,
On sent bien que le lore ne peut pas se développer en si peu de pages. Bon, je vous résume rapidement la conclusion, mais en gros, le héros se transforme en un titan qui a le même design que le titan assaillant, le Shingeki no Kyojin. Il meurt à la fin et sa disciple jure de le venger, laissant ainsi une fin ouverte permettant au lecteur de s'imaginer tout plein de scénarios possibles. Bien qu'étant très similaire au manga éponyme, Jinori vs Kyojin est tout de même une histoire avec de nombreux éléments qui lui sont propres. Et la différence majeure selon moi, c'est que dans ce chapitre, les titans pouvaient se transformer en humains qu'ils avaient mangés par le passé. Cette idée a bien évidemment été abandonnée dans le manga final, mais perso, je la trouvais plutôt sympa. On aurait pu avoir un côté thriller psychologique encore plus présent avec un délire de body snatcher, où on sait pas vraiment qui est humain ou non. Pour parler un peu de la postérité de ce chapitre, c'est en 2009 que l'éditeur d'Isayama lui propose de créer un scénario à part entière en se basant sur cette histoire pilote. Donc pour faire une série en somme. L'auteur va donc passer près de 6 mois à conceptualiser le lore ainsi que l'histoire pour donner vie à son manga phare. On pourrait donc penser que le one-shot ayant servi d'inspiration à la série serait dispo dans toutes nos librairies et même en magasin en général. Mais c'est pas du tout le cas. J'ai carrément envie de dire que c'est tout le contraire, puisque ce chapitre a pendant très longtemps été considéré comme un lost media car complètement introuvable sur internet, mais aussi en édition physique. C'était donc devenu impossible de le lire jusqu'au 5 novembre 2018 où le site officiel du Besatsu Shonen Magazine publie enfin le chapitre dans son intégralité. Bon, le problème c'est que si vous y allez aujourd'hui, on le trouve plus en fait, voilà. Retour à la case départ. Pour y avoir accès, j'ai dû utiliser la Wayback Machine en mettant la date à janvier 2019, et enfin, le voilà. Voilà, PTDR, tout ça pour un chapitre en japonais que je peux même pas comprendre. Après, en vrai, c'est pas très grave, car il est désormais possible de lire ce chapitre de manière légale, et non pas en scan parce que oui, je vous vois derrière vos écrans. Ce chapitre rebaptisé 0 pour l'occasion dans le tome 1 édition anniversaire du manga que l'on connaît tous. En gros, c'est une réédition du tout premier tome sorti il y a 2 ans contenant des pages couleurs, des croquis, et enfin, ce chapitre 0 qui mine de rien aura eu un destin assez rocambolesque. Film live action. L'œuvre d'Hajime Isayama, au-delà de son adaptation animée par Wit Studio et par la suite MAPPA qui est juste exceptionnelle, a également bénéficié de moult autres produits dérivés. Bien sûr, on a les éternelles figurines, peluches, gâchapons, cartes et j'en passe, mais également des films, et plus particulièrement des films live action. Alors si vous connaissez un peu soit-il le milieu, vous savez très bien qu'adapter un manga ou même un jeu vidéo en live action, c'est très souvent la pire idée à avoir. Bon, ces derniers temps, ça a un peu changé avec les films Sonic, Mario et la série One Piece Netflix pour ce qui est des animés. Mais hormis ces exemples-là, il est vrai que le résultat d'une adaptation de tel domaine donne au mieux des films pas ouf, ou au pire des produits complètement exécrables, et je ne vise pas du tout Fullmetal Alchemist. Bon, si je dis tout ça, c'est que bien évidemment l'Attaque des Titans n'a malheureusement pas fait exception à la règle, et c'est ainsi qu'en 2015 sont sortis 2 films, l'Attaque des Titans et sa suite, l'Attaque des Titans à la fin du monde. Tous 2 diffusés uniquement au Japon, je précise. Bon, en vrai, je dis 2 films, mais il s'agit plus d'un seul et même film coupé en 2 parties. La première partie s'arrête lors de la transformation d'Eren en Titan en chapitre 7, et est plus ou moins fidèle au manga d'origine. À l'exception qu'il y manque plein de persos tels que Levi, Annie, Connie et bien d'autres, et que Hannes est remplacé par un tout nouveau personnage du nom de Suda. Puis lorsque commence la seconde partie, ça part totalement en steak. On y voit les héros qui essayent de récupérer une bombe dans la ville natale d'Eren pour refermer le mur. Bon, déjà ma phrase là, elle a plus aucune cohérence, cherchez pas. Il referme la brèche et en gros c'est un peu de réinterprétation ultra mal faite de la saison 1 lorsque Eren se bat contre le titan féminin, sauf qu'ici on a remplacé la moitié du casting original par de tout nouveaux persos qui, à mon sens, n'ont aucun background ni charisme. Hormis les effets spéciaux juste hideux, le principal défaut de ces films c'est qu'ils essayent de conclure une histoire aussi longue que celle d'SNK en à peine 3 heures. Et c'est d'autant plus perturbant quand on sait qu'à cette époque-là, l'anime n'en était qu'à ses débuts. La raison la plus plausible serait tout simplement que le manga n'était pas encore assez avancé pour en adapter un second film, et il a donc fallu créer un tout nouveau récit pour faire la majorité de ce métrage, qui franchement n'était pas nécessaire. Ces 2 films-là, ce sont pas les seuls longs métrages issus de la franchise. Il en existe d'autres en animé cette fois-ci, et Dieu merci, mais ce sont plus des films récapitulatifs qu'autre chose. Pour la faire courte, c'est des épisodes qui ont été compilés pour créer une sorte de long métrage, et les fans de Kimetsu no Yaiba voient très bien de quoi je veux parler. Enfin bon, pour finir, sachez qu'hormis les films live action et les films récapitulatifs, existent encore d'autres adaptations d'SNK telles qu'une comédie musicale sobrement intitulée Attack on Titan The Musical. Elle a débuté au Japon le 7 janvier 2023 et a d'abord été jouée à Osaka, puis à Tokyo, et enfin très récemment à New York. Retenez bien en tête cette comédie musicale, on en reparlera à la toute fin. Le Ragnarok. De nombreuses théories en rapport avec la mythologie nordique et Shingeki ont émergé sur Reddit lors de la publication des derniers chapitres du manga. Les fans avaient alors remarqué que pas mal d'éléments de l'intrigue étaient très similaires si ce n'est calqués sur des histoires ou des contes du folklore scandinave. Ici, je vous propose qu'on parle tout d'abord du cas d'Eren, puis que par la suite on approfondisse avec le grand terrassement. Ce qu'on peut remarquer en premier, c'est que le fils de Grisha est très semblable au dieu mythique Odin, dans son évolution et ses choix. Et plus particulièrement au dernier tiers du manga, qui équivaudrait à la saison 4 en gros.
Tout d'abord, on remarque qu'Eren est un personnage ambitieux, égoïste, et Odin l'est tout autant. De plus, Odin voyage à travers le monde pour essayer d'acquérir la sagesse, comme Eren l'a fait au cours de sa vie, essayant d'être libre et d'explorer le monde extérieur. On sait également qu'Odin a sacrifié son œil et l'a jeté dans le puits de Mimir, le puits de la connaissance dans la mythologie nordique, en échange de la sagesse et du pouvoir de voir l'avenir. Eren a fait de même pour se déguiser et acquérir des connaissances et des informations lors de son infiltration à Marley, pour par la suite acquérir les pouvoirs du titan marteau. Alors il est vrai qu'il guérit par la suite de sa blessure à l'œil, puisqu'il peut se régénérer. Néanmoins, cela reste un sacrifice pour obtenir des informations et des connaissances. Après qu'Odin ait sacrifié un de ses yeux, la sagesse qu'il a acquise l'a non seulement aidé à diriger les As, les dieux du principal panthéon dans la mythologie nordique, mais lui a également permis de percevoir le sombre avenir qui l'attendait, incluant sa mort aux mains de Fenrir lors du Ragnarok et de la destruction des mondes. Un mythe raconte aussi qu'après avoir obtenu cette connaissance, Odin n'a plus jamais été capable de sourire en raison de la cruauté du futur qu'il avait aperçu. Eren Yeager, dans son cas, a mangé le titan marteau après s'être percé l'œil, a vu l'avenir qu'il attendait après avoir touché la main d'Historia et s'est vu mourir par la même occasion, et enfin, il ne souriait presque plus, si ce n'est peut-être en flashback, à partir de ce moment-là. À présent, parlons des similitudes entre le Ragnarok et le Grand Terrassement. Les deux parlent de la fin du monde en mode destruction totale. Dans le Ragnarok, le monde se fait ravager par des guerres, des incendies et des catastrophes naturelles. Un peu comme quand Eren active le Grand Terrassement et envoie des titans colossaux pour tout écraser. Ça symbolise l'anéantissement de l'humanité hors de paradis, un peu comme une apocalypse. Néanmoins, malgré tout ce chaos, les deux histoires laissent entrevoir une possible renaissance. Le Ragnarok, même s'il finit dans le sang et les larmes, symbolise un renouveau avec un monde qui renaît de ses cendres. Pour SNK, c'est à peu près pareil. Après le Grand Terrassement, il reste un espoir que le monde redémarre. Cette fois-ci sans haine ni violence. Bon, sauf si on prend en compte les 3 dernières pages, mais bon, faisons comme si elles n'existaient pas. Enfin, dans le Ragnarok, les prophéties annoncent la fin du monde. Et même si les dieux savent ce qui va arriver, ils ne peuvent strictement rien faire pour l'en empêcher. Dans SNK, Eren a des visions de l'avenir grâce au titan assaillant, et il est carrément hanté par cette fatalité. C'est un peu comme s'il était coincé dans un futur qu'il ne peut pas vraiment changer. Au final, SNK reprend plein d'idées du Ragnarok pour nous parler de sujets tels que le destin, la liberté, la violence, et l'idée que les cycles de destruction peuvent quand même mener à quelque chose de nouveau. Foreshadowing dans l'ending de la saison 2. Faire un iceberg sur Shingeki sans parler de ses moult foreshadowing serait un véritable sacrilège, tant l'œuvre en est remplie à chaque saison. Pour les moins connaisseurs d'entre vous, un foreshadowing c'est une technique en narration qui consiste à introduire des indices ou des éléments tôt dans l'histoire, pour annoncer ou préparer des événements importants qui se produiront plus tard. C'est un peu comme un petit signe ou un avertissement caché qui permet au public de se préparer à ce qui va arriver sans le révéler directement. L'un des plus marquants selon moi se trouve durant l'ending de la saison 2 Yugure no Tori. Le générique est ultra malsain mais genre vraiment il est trop bizarre. La musique est atroce, on dirait qu'on a forcé des enfants dans une cave à chanter. L'animation est digne de Blue Lock saison 2, enfin bref c'est un cauchemar. Le plus important dans cet ending, hormis tout son côté glauque, c'est surtout le nombre de détails dans les images qu'on ne comprend pas du tout sans avoir vu la suite de l'histoire. Ce qui m'a sauté aux yeux en premier c'est cette image là, où on y voit un roi entouré de ses supposées filles mangeant un cadavre, c'est beaucoup trop crade. La première fois qu'on voit cette image, on comprend strictement rien. Néanmoins, lorsque par la suite on apprend l'existence de la famille Fritz, d'Ymir et du nom des 3 filles Fritz, à savoir Maria, Rose et Sina, soit le même nom que les murs qui enferment les Eldiens sur Paradis, alors là, tout prend sens. Le générique montre aussi des symboles qui font allusion à Ymir Fritz, la première personne à obtenir le pouvoir des titans. Ce personnage devient central dans les révélations ultérieures. On apprend que tout le pouvoir des titans vient d'elle, et que tous les Eldiens sont liés à son héritage. Ymir qui est d'ailleurs un des géants de la mythologie nordique, voilà, on fait un petit lien avec la théorie précédente. On peut aussi y voir des images de violence entre humains et titans, ainsi que des scènes montrant des groupes opprimés. Ça peut nous rappeler le cycle de haine et de violence entre Marley et Eldia, un thème super important dans l'histoire qui montre que le vrai conflit ne se limite pas juste à une guerre contre les titans, mais y inclut aussi des luttes de pouvoir entre les peuples. On comprenait donc avec ces simples images que les réels ennemis n'étaient pas les titans, mais les humains eux-mêmes. Et tout ça en à peine 1 minute 30. Ce générique de fin est un excellent exemple de foreshadowing dans SNK. En regardant sans connaître l'histoire complète, les images semblent juste mystérieuses. Mais une fois qu'on connaît les détails, on voit qu'elles résument et annoncent des thèmes et des révélations majeures de la série. Eren contrôle les oiseaux. Est-ce que Eren contrôlerait les oiseaux? Cette théorie que j'apprécie pas mal se base sur plusieurs points, plusieurs passages, tous plus vraisemblables les uns que les autres. Bon déjà, le symbole de l'oiseau est vraiment partout dans l'œuvre, hein. Rien que le logo du bataillon d'exploration, qui est quand même la base du manga, c'est des ailes d'oiseau. Mais surtout, vous voyez les petits oiseaux souvent signes de malheur que l'on voit à plusieurs reprises dans l'animé? Ils sont tout de même assez semblables à une espèce d'oiseau de la famille des Stercoraridae, les labes parasites, également appelés en anglais parasitic jagger. Ou Jaeger si vous préférez. Bon après, au niveau des couleurs, ça colle pas trop, hein. Jagger c'est marron, et les oiseaux qu'on voit le plus souvent dans le manga c'est des mouettes, et les mouettes, eh ben c'est blanc. Donc c'est pas trop ça, mais bon,
c'est pas l'élément le plus fondamental de la théorie. Ce qui vient appuyer encore plus cette hypothèse, c'est cette planche-là. Un peu de contexte, c'est lorsqu'Eren embrasse la main d'Historia et voit tout ce qui va lui arriver par la suite. Là où il y a un problème, c'est que tous les fragments que vous voyez sont de son point de vue, à la première personne. Néanmoins, comment est-il possible qu'il puisse voir Falco sous cet angle? De plus, si on avance un peu dans l'histoire, on se rend compte que la personne avec qui Falco parlait à ce moment-là était, je vous le donne en mille, un oiseau. Ce que j'aime le plus avec cette théorie, c'est qu'on peut faire un lien direct avec celle vue juste au-dessus sur les similitudes entre Odin et Eren. Tout à l'heure, j'ai délibérément omis de préciser qu'Odin avait la faculté de contrôler deux corbeaux, Hugin et Munin. Ceci joue un rôle important dans la capacité d'Odin à gouverner et à voir au-delà du temps et de l'espace. Bon alors là, c'est vrai que ça rentre un peu en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant, puisque là c'est des corbeaux et non pas des labs parasites ou même des mouettes. Mais bon, partons du principe que les oiseaux pouvant être contrôlés peuvent être de n'importe quelle espèce. Si on part de ce postulat de base, alors oui, Eren peut contrôler les oiseaux comme Odin, et les inspirations nordiques à propos du personnage et du Ragnarok peuvent être confirmées. Maintenant, et si on disait qu'Eren aurait eu la faculté de se réincarner en oiseau? Après tout, qu'y a-t-il de moins enfermé qu'un oiseau quand on sait qu'il souhaitait plus que tout au monde être libre? Ici, on va se baser sur la toute fin du dernier chapitre, quand l'oiseau vient voir Mikasa pour lui grailler son écharpe. On peut aisément penser que notre protagoniste se serait réincarné en cet oiseau, et serait parti voir Mikasa une dernière fois avant de s'enfuir pour une liberté éternelle. Attack on Titan Requiem. Le projet AOT no Requiem est né en 2021 après qu'une petite équipe de fans fut déçue de la fin de l'histoire originale publiée la même année. Ils ont alors décidé de refaire la fin à leur manière sous la forme de 3 parties réécrivant les chapitres 137, 138 et 139 du manga. Le mot Requiem est quant à lui une référence évidente à l'ending Akatsuki no Requiem du groupe Linked Horizon, mais pourrait aussi signifier la mort de la fin originale. Le Requiem étant une composition musicale dédiée aux défunts, souvent utilisée lors de funérailles. Bien que l'histoire générale reste proche de l'original, Requiem a tout de même une approche un peu plus optimiste de la fin. Là où durant la fin du manga original, Eren Yeager déclenche le Rumbling, causant la destruction d'une grande partie du monde pour protéger Eldia, dans la fanfiction, l'intrigue diverge un peu. Eren a plus ou moins la possibilité de changer le cours des événements, et les personnages tels qu'Armin et Mikasa ont des rôles un peu plus différents. Il y a une exploration plus approfondie des conséquences de leurs actions. L'accent de cette fanfic est mis sur la rédemption, l'amitié et la construction d'un avenir pacifique, ce qui contraste avec la fatalité de la fin officielle. Cette version vise à donner au personnage une seconde chance et à imaginer un scénario où le cycle de la violence peut être brisé, contrairement à la réelle fin où tout n'est qu'un éternel recommencement. Je vous invite à lire cette histoire, ça tient plutôt bien la route, et même si j'apprécie la fin de base, bon ça va, me jetez pas la pierre non plus, c'est une vision de l'œuvre assez différente qui vous attend. Et puis accessoirement, les dessins sont sacrément beaux. Petite pause vite fait, là actuellement je suis au montage et je viens d'apprendre qu'un film animé par le studio amateur Eclipse a vu le jour le 15 janvier, donc il y a vraiment pas longtemps. Alors voilà, j'étais pas du tout au courant, et si je dis pas de bêtises, c'est le même studio qui avait pour ambition d'animer Berserk, mais malheureusement ça s'est pas fait. Donc voilà, hein, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est dispo sur leur chaîne, n'hésitez pas à les mater. Bon malheureusement, je pourrais pas vous donner les liens des chapitres en description parce que bah c'est illégal, mais je sais que vous les trouverez très facilement. L'attaque des Avengers. Il y a bel et bien eu une bande dessinée mêlant les univers de Shingeki no Kyojin et les comics Marvel. Attack on Avengers, c'est le premier crossover officiel de Attack on Titan, ainsi que le premier crossover des éditions Marvel avec un manga animé. Dans la même veine, on a le comics Teenage Mutant Ninja Turtles X Naruto, qui est sorti durant le mois de novembre de 2024, mais bon, peu importe. Le comics qui nous intéresse est quant à lui écrit par Hajime Isayama et dessiné par Gerardo Sandoval en novembre 2014. Pour vous faire un rapide pitch, les super-héros des Avengers doivent lutter contre le titan féminin de Attack on Titan, mais également contre le titan colossal, cuirassé et bien d'autres qui envahissent la ville de New York. Ils seront par la suite aidés par les gardiens de la galaxie durant leur affrontement. Ce petit spin-off est sorti chez nous le 9 mars 2022 en couleur dans le tome 12 de l'édition colossale de Shingeki. Une édition que je ne possède pas, voilà, j'ai que le format de poche, donc j'ai pas pu lire cette histoire. Mais pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Tout n'était qu'un rêve. La théorie du rêve ou du coma est présente dans de nombreuses œuvres de la pop culture. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait plein de fans disent que dans des films, séries, etc., le héros ne vivrait pas réellement l'histoire, mais serait en fait dans le coma, en train d'imaginer cette même histoire que nous suivons. L'exemple qui m'avait le plus marqué quand j'étais petit, c'était le coma de Sacha dans Pokémon. Sacha, après s'être fait attaquer par les Piafabec durant l'épisode 1 de l'animé, serait en fait tombé dans le coma et s'imaginerait vivre éternellement des aventures en boucle, ce qui fait qu'il ne vieillit jamais. De plus, le fait que Pikachu lui balance des décharges électriques à chaque épisode serait en fait les décharges du défibrillateur que lui infligent les médecins pour le ramener à la vie. En l'occurrence, cette théorie n'est pas la fin officielle du manga, et heureusement, parce que ça serait vraiment naze.
Néanmoins, l'auteur a tout de même fait une illustration troll avec Eren se levant de son lit et disant que tout n'était qu'un rêve, avec à côté Mikasa qui lui dit de se dépêcher parce qu'il est en retard. D'ailleurs, pour ceux qui avaient acheté le tome 21 en édition collector avec la jaquette réversible, vous avez normalement eu un petit lot d'illustrations faisant office de carte postale offerte avec ce tome. Et parmi toutes les covers présentes dans ce lot, figuraient cette fausse planche d'Isayama. Le vrai sens du titre. La France est l'un des seuls pays, si ce n'est le seul pays, à avoir traduit Shingeki no Kyojin par l'attaque des titans, au pluriel. Et en vrai, c'est pas spécialement faux. Car en effet, en japonais, Shingeki combine deux kanji. Le premier se prononce Susumu, qui signifie avancer, et le second Utsu, qui est l'équivalent de frapper en français. Les deux kanji mis côte à côte peuvent alors se traduire par attaque, ou encore offensive. Quant à Kyojin, il est également composé de deux kanji. Kyo qui désigne une chose très grande et Hito l'homme. Pensez au Hito Hitonomi de Chopper dans One Piece. Le tout combiné signifie donc tout simplement géant. Tout ça pour dire que si on traduit littéralement le titre, ça nous donne les titans de l'attaque. Mais ça peut aussi se dire au singulier, le titan de l'attaque. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Le titan de l'attaque, c'est tout simplement le titan assaillant, qui je le rappelle est le titan primordial d'Eren. On a alors un double sens du titre japonais qui ne marche pas du tout en français. Car c'est tout bonnement impossible de combiner un titre qui mêle un titan en particulier dont le pouvoir est d'attaquer, plus le fait que les titans avancent et nous envahissent. Fun fact, vous remarquerez que les Américains disent Attack on Titan, et non Titans avec un S. Et c'est vrai que l'attaque du titan, ça colle un peu plus au jeu de mots original japonais, bien qu'ayant beaucoup moins de charme je trouve. Armin est le narrateur de l'histoire. Une théorie voudrait qu'Armin Arlette soit en réalité le narrateur de l'histoire, et qu'il exprimerait ce qu'a vécu l'humanité durant toutes ces années selon son point de vue. Ici, cette théorie se base en partie sur l'animé, car en effet dans l'animé, c'est bel et bien la voix de ce dernier que l'on entend nous raconter ce qu'il voit au début de l'épisode 1, à savoir l'apparition du titan colossal au district de Shiganshina. Mais là où la théorie devient encore plus intéressante, c'est lorsqu'on apprend que lui et Mikasa, donc les deux fidèles amis d'Eren, parlaient avec ce dernier tout au long du manga. Effectivement, on apprend dans les derniers chapitres du récit qu'Eren parlait et expliquait à ses amis son plan, sa vie future, ce qu'il allait se passer à l'avenir en exprimant ses regrets vis-à-vis de ce qu'il allait commettre. Cependant, il leur effaçait la mémoire petit à petit, avant que ceux-ci ne la retrouvent à la mort du protagoniste. Maintenant, n'avez-vous pas remarqué qu'Eren Yeager a ses yeux qui changent de couleur à de nombreuses reprises dans l'animé? Il passe du bleu ciel bien clair au vert assez sombre puis très clair. En vrai, c'est très probable que ce soit juste un effet de style ajouté par les studios 8 et MAPPA. Mais si on cherche un peu plus loin, on pourrait penser que c'est justement parce que Armin est le narrateur du récit, et que comme il perd la mémoire au fur et à mesure, il oublie de quelle couleur sont les yeux de son ami d'enfance. Alors oui, c'est ultra tiré par les cheveux, mais perso, je trouve cette théorie assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Message caché, chapitre 57. Pierre, feuille, ciseaux, que ferons-nous, que ferons-nous? Bite dans la main droite, dans la main gauche. Orge cru, œuf, oh putain c'est vraiment crade. œuf cru, riz cru, c'est l'heure du festival des blagues washoy washoy. Non, ce n'est pas un fake, cette phrase de Golemont est bel et bien apparue discrètement dans le chapitre 57, Kenny l'égorgeur, publié le 9 mai 2014. C'était dans ce chapitre qu'on voyait le vrai premier affrontement entre Levi et son oncle Kenny, un passage qui fut magnifiquement animé dans la saison 3. Bon, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est surtout ce message caché. Dans une case, on peut y voir Armin recevoir un tract pour montrer que les héros sont recherchés. Mais le texte présent est quant à lui totalement illisible. Sauf que si on retourne l'image, on peut y lire ce fameux message dégueulasse qui n'a strictement rien à faire ici. Bon, je l'ai pas précisé, mais en réalité c'est une parodie de la comptine Frère Jacques. Et le washoy qu'on peut lire à la fin, c'est un chant japonais où en gros tout le monde est en harmonie. Donc tout le monde est en harmonie dans le quoi. C'est glorieux tout ça. Hein. Alors oui, c'est super bizarre et ça dénote complètement avec le ton de la série, mais le plus fou c'est que ce détail ne vient même pas de l'auteur. Car oui, il s'agissait en fait d'une blague faite par l'un de ses assistants cachée en douce dans le chapitre à la vue de personne. Mais justement, si on en parle, c'est que plein de personnes l'ont vu. Ça allait tellement loin qu'Hajime Isayama a dû s'en excuser publiquement sur son blog pour un truc qu'il n'a même pas commis. J'ai senti que beaucoup de gens avaient remarqué, alors je vais expliquer. Dans le 57e épisode de ce mois-ci, des mots que l'auteur n'avait pas l'intention d'écrire ont été dessinés et publiés. Ces expressions ne sont pas l'intention initiale de l'œuvre. Je suis désolé cette fois-ci, j'espère que cela n'arrivera plus à l'avenir. J'aimerais améliorer ma connaissance des manuscrits et me consacrer à faire de meilleures œuvres. Alors on n'a jamais su si l'assistant s'est fait virer, bon j'espère pas quand même, ça serait un peu bâtard, mais il n'empêche que sans lui on n'aurait pas eu ce petit détail qui ma foi me fait un peu marrer, bon voilà, désolé. Donc d'une certaine manière, merci pour les travaux. Manga banni en Chine.
La Chine est un pays qui bannit et ou censure de nombreuses œuvres, que ce soit manga ou ciné, tout y passe. Je me souviens qu'il y a quelque temps, le pays a modifié la fin des Minions 2, où originellement dans le film, le mentor de Gru, Will Carnage, échappe à la prison après avoir simulé sa mort. Mais dans la version diffusée en Chine, le personnage est rattrapé par la police et condamné à 20 ans de prison, où il y poursuit sa passion du jeu d'acteur, en montant une troupe de théâtre comme le souligne le texte de fin. Là, je vous parle d'un film, Les Mignons. Mais les animés sont eux aussi touchés par cette censure, voire ce bannissement, comme par exemple pour Sailor Moon, je sais pas du tout pourquoi, mais aussi Death Note, Black Butler, Assassination Classroom ou encore Another. SNK est aussi banni dans ce pays pour cause de violence, mais la raison la plus probable pour laquelle l'anime est réellement banni est, je trouve, ultra intéressante, bien que je ne cautionne pas bien sûr. Vous vous souvenez tous du général Dot Pixis, le commandant de la garnison au crâne bien lisse et à la moustache faisant frémir les maîtres kebabiers turcs. Eh bien ce que je ne savais pas avant d'écrire cette vidéo, c'est que son design est en fait calqué sur le général Akiyama Yoshifuru. Et à bien y regarder, c'est vrai qu'ils ont un peu la même tête. Bon là je fais des vannes, mais faut pas oublier que le général Yoshifuru est tout de même connu pour avoir participé directement à la première guerre sino-japonaise, ainsi qu'à la révolte des Boxers au début du XXe siècle, des conflits ayant fait des milliers de morts chinois comme japonais. En ayant le contexte, je comprends un petit peu pourquoi le gouvernement chinois a banni l'anime, même si une censure du nom ou du design du perso aurait amplement suffi. Easter egg AOT2. Dans le jeu Attack on Titan 2 Final Battle, sorti en 2018 sur PS4, Xbox One et Switch, on pouvait récolter des cadeaux dans diverses boutiques du jeu. Bon malheureusement, j'ai jamais pu jouer au jeu, mais je me doute bien que ça doit être des collectibles classiques de RPG, qui peuvent être utiles ou non pour le joueur en combat, mais bon, cela nous importe peu ici. Parmi tous les collectibles du jeu se trouve un mystérieux artefact nommé Fossile étrange, dont la description non moins étrange est la suivante. Un fossile d'une forme de vie non identifiée méritant des recherches plus approfondies. Déjà, rien que là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Mais surtout, regardez le dessin sur cette pierre. Ça vous fait pas penser au parasite qui est entré en contact avec Ymir dans l'arbre creux, et qui est à l'origine de littéralement toute l'intrigue du manga? Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est que ce parasite ne nous est montré qu'en 2019 dans le manga, soit un an après la sortie de ce jeu en mars 2018. Alors pure coïncidence, foreshadowing intentionnel, ou c'est juste moi qui suis bigleux et qui vois n'importe quoi? Il n'empêche que la description de cet objet ne peut que nous faire penser que les développeurs connaissaient un minimum leur sujet. Eren présent depuis le début. Eren était présent depuis le tout début de l'histoire. Oui bon dit comme ça c'est logique, hein, c'est le personnage principal, et on le voit littéralement à l'épisode 1. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le Eren du futur de la saison 4, le Eren adulte avec les cheveux longs et ayant le pouvoir du titan assaillant et originel, serait présent depuis le début de l'histoire. Et là normalement vous êtes un tout petit peu plus attentif. On le sait, Eren Yeager est capable de voyager dans le temps grâce au pouvoir du titan originel et assaillant. Bon, de manière assez indirecte, certes, dans le sens où il se téléporte pas directement, mais arrive à voir le futur, mais aussi influencer le passé, modifiant ainsi la réalité et les événements historiques à son avantage. On apprend également dans la dernière saison de l'anime que c'est lui qui a forcé son père Grisha à manger le titan originel, et que c'est également lui qui a fait en sorte que le titan Marine Le Pen graille sa daronne. Maintenant, ce qui serait vraiment dingue, ce serait de penser qu'il aurait pu apparaître dans l'épisode 1 de l'anime, ne serait-ce que pour voir son lui du passé. C'est avec cet état d'esprit que de nombreux fans ont remarqué que certains personnages en font, par exemple dans l'épisode 2 de la série, ressemblaient un peu au Eren du futur, celui qui a vrillé. En vrai, dit comme ça marche un peu. Un gars tout svelte aux cheveux longs qui reste discret pour s'observer lui-même, ça tient un peu la route. Bon, je vais tout gâcher, mais cette théorie ne tient pas du tout debout, et est par conséquent totalement fausse. Car s'il est vrai que les pouvoirs du titan assaillant et originel permettent au héros de revenir dans le temps, il est cependant impossible qu'il puisse interagir avec son lui du passé. Et si on part du principe qu'on suit l'histoire du point de vue d'Eren justement, alors là c'est clairement pas normal qu'on puisse le voir dans ces scènes. Bon, désolé de vous donner de faux espoirs, mais si on devait être 100% honnête, c'est de la surinterprétation pure et dure. Les gars qu'on voit dans la foule et en fond dans l'ombre ne sont que des PNJ ressemblant vaguement au chara-design de Yeager de la saison 4. Cette théorie nous démontre que même si l'auteur et les studios d'animation sont méga balèzes en foreshadowing, ils ne restent que des humains et ne sont pas non plus capables de miracles. Propagande US. Alors celle-là on va passer très rapidement là-dessus parce que j'ai pas grand chose à dire tellement c'est aléatoire, mais le 28 octobre dernier, à l'approche des élections présidentielles américaines, Elon Musk partage cette vidéo sur Twitter pour vanter l'Amérique avec un grand A promise par Trump. Et j'ai même pas besoin de commenter en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Oui bon je pense qu'on va arrêter cette mascarade, hein, ça me fatigue déjà. Junior High School Foreshadowing. Attack on Titan Junior High School est une série animée dérivée du manga Shingeki no Kyojin sorti en 2015. C'est une série plutôt humoristique où les personnages emblématiques de la série originale sont représentés dans un style chibi, ce qui leur donne une apparence plutôt kawaii et comique. Les conflits qui faisaient rage dans le manga original deviennent ici des rivalités typiques de lycéens.
tout du moins du cliché du lycéen, avec des scènes de sport, des clubs et tout plein d'autres événements anodins. C'est un peu dans le même délire que Naruto SD ou Dragon Ball SD, mais en version Shingeki. Bon, si je vous parle de cette série, c'est parce qu'à un moment on y voit les personnages de Mike, Hansi et Levi faire un showcase dans le gymnase du lycée avec une dégaine plus ou moins étrange. Et d'ailleurs, petit ressenti perso, mais j'ai toujours pensé que le fait que Levi devienne borgne à la fin du manga soit une référence à Roy Mustang dans Fullmetal Alchemist. Mais bon, là encore, le mystère reste entier. Et surtout, le truc le plus ouf, c'est que c'est même pas le seul foreshadowing de cette série. Tiens, par exemple, regardez ce screen. On peut y voir Annie Leonhardt et Bertholdt, et ces derniers portent les masques du titan féminin et colossal. Bon, pour le titan féminin, on savait déjà que c'était réellement Annie. Mais pour Bertholdt, on est près de 2 ans avant le début de la saison 2. C'est un truc de fou les efforts qui ont été mis dans les détails de cette mini-série pour qu'à peine personne ne les remarque. Bon, moi ça me fait une vidéo à écrire et vous à regarder. Le miroir de Frida Rice. Frida Rice, la sœur d'Historia, celle qui est la porteuse du titan originel avant de se faire dévorer par Grisha. Il existe des passages dans le manga et l'anime où l'on peut voir ce personnage en train de se brosser les cheveux devant un miroir. Et dit comme ça, il n'y a absolument rien d'anormal. Là où certains fans sont intrigués, c'est parce qu'ils pensent que lorsqu'elle fixe son reflet, elle voit en réalité Eren Yeager. Cette théorie se repose sur la nature complexe du titan originel, que Frida possédait avant qu'Eren ne le récupère en dévorant son paternel, Grisha Yeager. Le titan originel a la capacité de transcender le temps en transmettant des souvenirs et des émotions entre les possesseurs passés, présents et futurs. Cela crée des connexions mentales entre eux, leur permettant de voir ou de ressentir des événements d'autres époques. Maintenant, souvenez-vous, au début de la saison 4, qui voit-on devant le miroir en train de s'attacher les cheveux et disant « Tatakae, bats-toi » Là encore, Eren Yeager. La théorie suggère donc que si Frida est tout à coup choquée devant son miroir, c'est que grâce à sa connexion avec le titan originel, elle aurait pu entrevoir des fragments de l'avenir, dont le méchant de l'histoire, bien avant que celui-ci ne devienne l'originel. En se regardant dans le miroir, elle aurait aperçu une sorte de vision floue ou des impressions de son futur successeur. Attack on Schoolcast. Allez, on redescend un petit peu pour cette fois-ci, vous inquiétez pas, ça va vite repartir en steak, pour parler des chapitres autoparodiques de l'auteur Attack on Schoolcast. Littéralement l'attaque des classes scolaires. Ces petites histoires sont en fait de fausses previews de futurs chapitres dessinés par l'auteur entre 2016 et 2021. Dans ce contexte, il n'y a pas de titan mais un cadre hiérarchisé où les élèves populaires dominent et exploitent les autres, ce qui crée un environnement oppressant plutôt similaire à l'idée des murs dans l'histoire principale. Eren est quant à lui toujours le rebelle, détestant ce système injuste et rêvant d'une vie plus excitante où il pourrait s'affirmer. Cependant, son combat est ici plus comique et léger. Au lieu de combattre des titans, il veut renverser les codes sociaux de son lycée. Mikasa reste, elle, ultra protectrice envers Eren, prête à le défendre contre les populaires. Et Armin, quant à lui, conserve son rôle de stratège intelligent qui aide ses amis à naviguer dans le monde de lycéens. Ce qui est plutôt marrant, c'est que les rôles de chaque personnage sont détournés pour créer des situations humoristiques. Levi devient par exemple un concierge qui impose des règles intenses de propreté, ce qui ajoute une touche décalée par rapport à sa réputation de maniaque du nettoyage. À travers l'humour, Attack on Schoolcast revisite certains des thèmes profonds de l'attaque des titans, comme le désir de liberté, la lutte contre les inégalités et la pression sociale, mais le fait d'une manière décontractée et drôle. On constate donc que ces petites previews sont assez semblables à l'animé parodique Junior High School dont on parlait un peu plus haut, bien qu'il n'ait absolument aucun lien entre ces histoires. Chez nous, ces spin-offs ont été publiés en fin des volumes des tomes 21 à 34, tout du moins dans l'édition Kanzenban, l'édition de poche. Ces histoires nous donnent ainsi une vision assez décalée des héros, tout en les gardant fidèles à leurs traits originaux, mais dans un cadre beaucoup plus léger et humoristique. Carla devait survivre. Ce que je vous raconte là n'est même pas une théorie en fait, c'est juste évident que l'auteur avait prévu la scène. Carla, la mère d'Eren, se fait manger par le titan de Dina, que j'aime plus communément appeler le titan Marine Le Pen. C'est cet événement qui va déclencher la haine de notre protagoniste envers les titans, celle qui mènera à la perte de l'humanité. Cependant, on apprend dans les derniers chapitres de l'œuvre que Dina devait à la base tuer Bertholdt, un choix plus que logique quand on sait que les titans dits purs, en gros ceux qui n'ont pas de conscience, sont automatiquement attirés par les porteurs de pouvoir. C'est d'ailleurs de cette manière qu'Armin en titan pur graille Bertholdt dans la saison 3. Bon, en résumé, Dina s'attaque à Carla car Eren, avec ses pouvoirs d'originel, modifie la réalité. Et l'élément qui vient confirmer cette révélation, c'est lorsque Carla dit à son fils qu'elle a les jambes cassées, et que par conséquent elle est condamnée à mourir. Néanmoins, si on regarde attentivement ce plan, on peut voir qu'elle bouge bel et bien les jambes. Elle aurait donc dû aisément survivre, mais l'originel en a décidé autrement. L'assassinat des parents d'Armin. Parlons, si vous le voulez bien, une dernière fois de mon personnage préféré, Armin Arlette. Selon cette théorie, les parents d'Armin auraient été exécutés par la police militaire. Ce que je vous raconte là n'est pas réellement une théorie, mais plus un retcon un peu tardif de l'auteur. Et je précise, mais un retcon c'est quand l'auteur modifie délibérément son histoire car il n'avait pas tout prévu.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Armin, son plus grand rêve, ça a toujours été de voir ce qu'il y avait derrière les murs. Cette obsession a été transmise par ses parents qui ont perdu la vie dans une mission suicide pour reprendre le mur Maria, comme il nous l'est dit dans le chapitre 15 du manga. En gros, c'était leur rêve de voir ce qu'il y avait derrière les murs, rêve qui a été transmis à leur fils. On comprend donc que ses parents sont morts dans une opération, et non pas tués. Par contre, dans l'encyclopédie des personnages de la licence, on peut y lire que les parents d'Armin ont été tués car ils voulaient justement s'enfuir en montgolfière et voir ce qu'il y avait derrière ces murs. Nous sommes à présent pile au milieu de l'iceberg, et j'espère que la première moitié vous aura intéressé et que vous avez appris quelques histoires fun sur ce manga qu'est Attack on Titan. Désormais, les sujets traités seront beaucoup moins amusants qu'auparavant. On va parler des inspirations assez sombres de l'auteur pour son manga, des inspirations qui pour la plupart viennent des moments bien réels de notre histoire. Arithmomanie. L'arithmomanie est un terme désignant un trouble dans lequel une personne ressent le besoin compulsif de compter ou de manipuler des nombres de manière répétitive. Elle est souvent associée au trouble obsessionnel compulsif, les TOC, et peut se manifester par des comportements comme compter les objets, les étapes, ou encore vérifier des séquences numériques. Alors est-ce que Hajime Isayama est réellement atteint par ce trouble? Très clairement, je ne le pense pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'auteur a su habilement jouer avec les chiffres dans son manga, car ceux-ci ont quasiment tous un lien avec le déroulé ou les événements de l'histoire. L'exemple que je retiens le plus se trouve au tout début du tome 1 où l'on peut y voir le chiffre 13 numéroté en bas de la 13e planche. Dit comme ça, il n'y a absolument rien d'anormal. Mais quand on sait que c'est la seule et unique planche du manga à être numérotée, et que l'on connaît la malédiction des 13 ans avec en plus le personnage d'Eren sur cette page, alors une nouvelle fois tout prend sens. Pour rappel, tout humain ayant hérité d'un titan shifter, un titan primordial, voit son espérance de vie réduite à 13 ans. Ce qui est justement le cas du héros Eren. Cette fascination pour les chiffres ne s'arrête clairement pas là. L'auteur s'amuse aussi à jouer avec les superstitions japonaises autour de certains nombres pour rendre son œuvre encore plus intéressante à analyser. Je pense que vous le savez déjà si vous connaissez un peu la culture nippone, mais le Japon est un pays avec pas mal de coutumes ultra superstitieuses. Il y a par exemple tout un délire autour du chiffre 4 qui se prononce chi, tout comme le mot mort, ce qui fait qu'il n'existe dans la plupart des buildings du pays aucun étage numéro 4. Je crois qu'il y a aussi la couleur lavande qui est associée à la mort dans le pays. En fait ça me rappelle surtout la ville de Lavanville dans Pokémon, mais bon là c'est pas le sujet. Bon en gros le Japon et les superstitions ça fait un, et la culture du pays est remplie de toutes ces fausses croyances. Et justement l'une de ces fausses croyances c'est de dire que le chiffre 140 symboliserait la liberté. Un objectif que cherchent les protagonistes durant tout le manga. Ce qui est encore plus fou c'est que le manga s'arrête quant à lui au chapitre 139, et non pas 140. Eren meurt au chapitre 139, il n'aura donc jamais atteint la liberté. On peut aussi voir ça d'un autre œil. Vu que le manga ne se termine pas au chapitre de la liberté, les héros ne seront jamais libres. Et cela coïncide justement avec le fait que l'on voit durant les dernières pages du manga un jeune garçon s'apprêtant à rentrer dans l'arbre creux où tout a commencé il y a des centaines d'années. Enfin, si on regarde bien le chiffre 139, c'est 1 plus 3 plus 9, ce qui nous donne 13. Mais surtout le nombre est composé de 13 et de 9. La malédiction des 13 ans et les 9 titans shifters. Maintenant, si on va encore plus loin, mais là par contre je préviens, c'est n'importe quoi, la parution du manga s'est effectuée de 2009 à 2021. Si on prend en compte 2009 et 2021, en plus des années séparant celles-ci, ça nous donne là encore le chiffre 13, soit 13 années civiles. Bon j'avoue que sur ce coup-là, on dirait plus une interprétation foireuse de Killuminati plutôt qu'un réel foreshadowing prévu par l'auteur. Me prosterner devant Satan avec. Mais il n'empêche que les significations derrière ces chiffres collent parfaitement au mythe du manga, et qu'elles ont donc entièrement leur place dans cette vidéo. Malédiction biblique. Alors celle-là, je préviens, elle est vraiment tirée par les cheveux, hein. Pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à passer à ce timecode pour la prochaine histoire. Faisons directement le lien avec l'anecdote précédente, et parlons un petit peu de la triskaïdécaphobie. C'est super dur à dire, hein. La triskaïdécaphobie, c'est tout simplement la peur du nombre 13. Ce nombre 13 a toujours eu une sorte d'aura mystérieuse, couplée à une bonne dose de superstition autour de lui. Et ça se voit dans plein de domaines, comme par exemple la religion, l'histoire, voire même les mathématiques. En fait, le 13, ça vient juste après le 12, qui lui symbolise l'accomplissement et la fin d'un cycle. On a bien 12 mois dans l'année, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. De plus, alors que le 12 se divise par 2, 3, 4 ou 6, le 13 ne se divise que par 1 et lui-même. Ça fait que le 13 est souvent perçu comme un signe de déséquilibre, marquant un tournant vers la mort ou l'achèvement d'une force. Dans l'Antiquité par exemple, les Perses pensaient que les 12 constellations du zodiaque influençaient les mois et qu'elles régnaient sur la Terre pendant 1000 ans. À la fin de ce cycle, tout sombrait dans le chaos. Cette idée de malchance liée au 13 se retrouve également dans la religion chrétienne, où le 13 et surtout le vendredi 13 est associé à la Seine. Bon, à prendre avec de grosses pincettes parce que je maîtrise pas du tout ce sujet, mais de ce que j'ai compris, à Zrepala, Jésus était accompagné de ses 12 apôtres, dont Judas le traître qui l'a amené à la crucifixion. Ils étaient donc 13 à la table, et ce nombre a commencé à symboliser les souffrances de Jésus.
Enfin, il existe une histoire qui dit que le 13 octobre 1307, les Templiers ont été arrêtés et exécutés, ce qui a engendré une série de malheurs pour la famille royale à l'époque. Royal, Fritz, vous faites le lien. On pense aussi que les Vikings étaient touchés par cette phobie du 13, car Loki était le seul des 13 dieux à ne pas être invité au banquet d'Odin. De ce que j'ai compris, mais là encore je suis vraiment pas sûr, apparemment dans le christianisme on aurait un concept assez similaire qui dit que Satan ferait partie des 13 anges déchus, mais bon ça encore je sais pas. Enfin bref, le 13 c'est un nombre plein de contradictions et de significations qui ont directement un lien avec l'œuvre d'Isayama, ce qui est en fait un sujet fascinant à explorer. Ymir l'espionne éclatée. Bon c'est vrai que le terme espion c'est clairement pas le meilleur mot pour qualifier Ymir, même s'il est vrai qu'elle adopte un comportement plutôt ambigu qui pourrait le laisser penser au début. Ymir est en réalité une Eldienne qui a vécu en tant que titan pur pendant 60 ans avant de retrouver sa forme humaine et de rejoindre l'humanité à l'intérieur des murs. Lorsqu'elle rejoint le bataillon d'exploration, elle a un passé assez mystérieux. Mais elle n'est pas envoyée par Marley comme Rainer, Berthold et Annie. Et ça, c'est bien le problème. C'est une Eldienne qui connaît beaucoup de choses sur le monde extérieur. Sauf qu'au début de l'histoire, on pensait tous que les habitants encloisonnés sur Paradis étaient les seuls rescapés humains encore en vie. Et par conséquent, personne n'aurait pu se douter qu'il existait une vie en dehors des murs. À moins de prêter une attention très précise au comportement d'Ymir justement. Car en effet, celle-ci laisse parfois échapper des indices subtils. Comme par exemple au chapitre 38 où elle arrive à lire le mot hareng sur la boîte de conserve. Alors que normalement les Eldiens ne connaissent rien du monde extérieur. Et ne sont pas censés savoir lire. Tout du moins pour la plupart. C'est à cause de ce passage-là que Rainer crame qu'il y a un problème, et qu'elle n'est pas réellement une Eldienne comme les autres puisqu'elle arrive à lire, contrairement aux autres personnages. Également au chapitre 46 on y retrouve les personnages de Rainer, Berthold, Ymir et Eren dans les arbres après une bataille intense contre le titan bestial. On y voit alors Ymir qualifier le titan bestial de singe, un animal qui n'existe normalement pas sur Paradis. Avant qu'Eren reprenne le mot sans réellement comprendre ce que cela signifie. Ici on capte direct que les animaux de notre monde existent dans SNK, et que l'humanité ne se résume pas à une petite île entourée de murs. Ce qui est encore plus cool avec ce passage, c'est de voir l'effort qui a été mis dans la version originale japonaise. En japonais, Ymir utilise le kanji du singe pour parler du titan bestial, alors qu'Eren quant à lui répète le mot en katakana, qui est l'alphabet japonais pour parler des mots étrangers. Bon en français malheureusement ça passe beaucoup moins bien, puisqu'à part écrire singe S-I-N-J-E-U, je vois vraiment pas comment on aurait pu adapter cette réplique. Mais il n'empêche que le foreshadowing est présent dans les deux versions et qu'il pète la classe. Similarité avec Fullmetal Alchemist. De nombreux fans ont remarqué que Shingeki no Kyojin et Fullmetal Alchemist avaient pas mal de points communs, bien qu'étant très différents sur le papier. On a par exemple dans les deux œuvres les mères des deux protagonistes mourant lorsqu'ils sont enfants. La mort de Carla est violente et traumatisante pour Eren, tandis que pour les frères Elric, la résurrection de Trisha est violente et traumatisante. On a aussi les pères des deux protagonistes qui disparaissent lorsqu'ils sont enfants, et tous deux ont des connaissances interdites sur les secrets du monde. Grisha connaît les origines des titans ainsi que le royaume de Mar, et Hohenheim est à l'origine du père des homonculus. Autre similitude entre les parents, les deux mères sont des mères au foyer tandis que les deux pères sont des hommes de science, Grisha étant médecin et Van Hohenheim alchimiste. Également, Eren perd une jambe en essayant de combattre les titans et perd un bras en essayant de sauver Armin, tout comme Edward qui lui perd une jambe en essayant de ressusciter sa mère, mais perd aussi un bras en essayant de sauver Alphonse. Les deux mangas ont des antagonistes ressemblant à des humains mais ne le sont pas, d'un côté les homonculus et de l'autre les titans. Et les deux méthodes utilisées pour les créer impliquent de tuer des gens. Dans FMA il faut effectuer des sacrifices pour pouvoir créer les pierres philosophales, et dans Shingeki on a un sérum qui est utilisé pour transformer les Eldiens en titans. Il y a aussi un trio de protagonistes, deux frères et une amie d'enfance, donc Edward, Alphonse et Winry, tandis que dans SNK on a deux frères et sœurs adoptifs et un ami d'enfance, Eren, Mikasa et Armin. Dans les deux mangas, un des membres du trio est le love interest du protagoniste, Winry pour Ed et Mikasa pour Eren. Même si bon, dans le cas d'Eren, c'est plutôt Mikasa qui est amoureuse de lui. Et accessoirement, le fait qu'ils soient en même temps frères et sœurs adoptifs et love interest, j'ai toujours trouvé ça extrêmement bizarre, mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, bien qu'il n'y ait pas de similitude évidente entre Mikasa et Winry, la personnalité d'Armin me fait un peu penser à celle de Hal. Tous deux ont une manière beaucoup plus calme et pacifique de gérer les conflits par rapport à Ed et Eren, qui eux sont irritables et impétueux. Marley dissimulé dans l'épisode 1. Dès l'épisode 1, on pouvait apercevoir Mar de manière assez discrète, alors qu'à ce moment-là on pensait tous que Paradis était le seul reste de l'humanité. Si on regarde bien les motifs dessinés à la craie sur ce qui s'apparente à un tableau, on peut voir qu'ils sont en réalité les dessins de la carte du monde de Shingeki. On peut voir qu'à droite sont présents des murs, ceux de Paradis, et qu'à gauche est dessiné un château représentant les établissements militaires de Mar. Le tout est quant à lui séparé par une mer, celle qu'on verra à la fin de la saison 3, séparant Paradis du monde extérieur. See you later, Eren. Durant le tout premier chapitre du manga, on y voit Mikasa dire à plus tard Eren, pendant que celui-ci dort. Direct après, Eren se réveille, complètement perdu et avec les larmes aux yeux, mais sans trop savoir pourquoi.
Au départ, cette scène a l'air anodine, juste une sorte de rêve bizarre, mais avec tout ce qu'on découvre par la suite dans l'histoire, ça devient l'un des meilleurs passages. Ce See you later qu'on a vu au tout premier chapitre se trouve être en réalité la dernière phrase que prononcera Mikasa avant d'ôter la vie à celui qu'elle aimait. Et tout cela a encore plus de sens quand on sait que les pouvoirs de l'originel permettent au héros de voir l'avenir. Durant cette 13e page, notre protagoniste avait donc vu sa mort dès le début. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il pleurait. Après, si je devais faire le forceur, sur la 13e planche du manga, on remarque que dans le rêve, Mikasa a les cheveux plus ou moins longs, contrairement au vrai passage où elle a les cheveux courts. Là encore, ça nous prouve que l'auteur n'est pas devin et qu'il lui arrive de changer ses plans. En l'occurrence ici, changer de design en cours de route. Foreshadowing mort Eren. Ici, le foreshadowing est intimement lié à la scène qu'on vient d'analyser car elle se passe là encore durant le tout premier chapitre. Si on regarde attentivement ce passage, on constate qu'une tombe est tracée sur l'arbre. Ce même arbre se trouvera la tombe du protagoniste 138 chapitres plus tard. Je pense que dans cette situation, c'est une énième surinterprétation des fans. On voit bien que dans le dernier chapitre, il n'y a pas de croix gravée sous l'arbre, mais bien une pierre tombale. Bon, ça n'invalide pas le fait qu'Isayama aurait prévu la mort de son héros depuis le début, mais voilà, ce foreshadowing là, j'ai un peu du mal avec. Quel est le genre d'Ansi? Le capitaine Hansi Zoe a toujours eu un genre assez ambigu, et l'auteur est toujours resté flou sur le sexe de ce personnage. Bon, moi j'ai toujours pensé que c'était une fille, mais en réalité dans le manga original, Isayama utilise des pronoms neutres pour décrire Anji. Car en japonais, les caractères de D et Su, s'ils sont ajoutés à une fin de phrase, peuvent signifier il ou elle. Mais du coup en français, voire en anglais, c'est assez compliqué de traduire, ce qui fait que des fois on a des L pour désigner le personnage, alors qu'officiellement, on connaît pas son genre. Le truc qui vient vraiment appuyer sur cette ambiguïté, c'est le fait que son nom officiel à l'international soit Ange, un prénom masculin donc, mais qui peut également se prononcer au féminin, Anji. Le mystère à propos du sexe de ce personnage reste donc encore à ce jour un mystère des plus entiers. Cette histoire me fait un peu penser au cas de Peak, la porteuse du titan charrette. À la base, Isayama avait prévu d'en faire un homme d'âge moyen du nom d'Oliver Peak, avant de finalement rebrousser chemin et d'en faire le personnage que l'on connaît aujourd'hui. Le design original du titan d'Oliver est d'ailleurs présent durant le chapitre 75 du manga, avant que celui-ci ne change brutalement pour le design actuel. Comme quoi, bien qu'étant un génie, l'auteur n'en est pas parfait pour autant. Annie, Reiner et Bertholdt, les traîtres. L'une des plus grosses révélations de tout Shingeki no Kyojin se déroule durant la saison 2, et plus précisément durant l'épisode 6. On y apprend que Bertholdt et Reiner étaient en réalité les titans colossal et cuirassés, ceux ayant détruit le mur 12 ans avant le début de l'histoire. Néanmoins, ce qu'on était loin de se douter à la première lecture, c'est que l'auteur avait laissé de nombreux indices démontrant que les deux traites n'étaient pas si roses que ça. Tout d'abord, durant le chapitre 15 du manga, lorsqu'Eren raconte qu'il a vu de ses propres yeux la destruction du mur Maria, il décrit le titan colossal comme n'ayant que peu de peau et une très grande bouche. Et lorsqu'il décrit le colossal, on peut y voir Bertholdt dessiné. Juste après, quand il parle du titan cuirassé comme ressemblant à un quelconque titan, la case s'arrête sur le personnage de Reiner. On apprend aussi par la suite qu'Annie fut également une envoyée de Marley, et donc une amie de Reiner et Bertholdt. Mais là encore, on aurait pu le deviner bien plus tôt, notamment avec cette scène. On comprend ici que lorsque Reiner se fait attraper par Annie, il a en réalité tailladé dans la paume de sa main la position d'Eren, nous expliquant donc comment Annie a réussi à trouver la position de ce dernier. Encore dans la même scène, si on regarde de plus près, on remarque que tous les personnages, à savoir Armin, Jean et Reiner, mettent leur capuche avant d'affronter le titan féminin. Tous la gardent, sauf Reiner, afin qu'Annie puisse le reconnaître, nous prouvant ainsi qu'ils sont bel et bien alliés. On n'en a pas encore fini avec cette scène, puisque durant la course-poursuite, on peut y entendre les pensées intérieures de toutes les recrues du bataillon d'exploration. Sauf là encore, celle de Reiner. Allez, encore un petit dernier, on en aura fini avec cette histoire. Durant l'attaque de la tour d'Edgard au début de la saison 2, on peut y voir Bertholdt à deux doigts de se mordre la main pour se transformer avant qu'Ymir ne le fasse et sauve toute la troupe. SNK est une propagande japonaise. J'ai lu cette théorie sur Reddit et je la trouvais tellement perchée qu'il fallait absolument que je la mette dans cet iceberg. Dans l'œuvre, les Eldiens et les Mars pourraient être une représentation symbolique de différentes nations historiques. Mais peut-être pas celle auxquelles on pense immédiatement. On s'est tous dit que les Eldiens faisaient référence au peuple juif et que les Mars seraient des sortes de nazis. Tout du moins des gens ayant une haine envers le peuple juif. Mais plutôt que de les voir de cette manière, il est possible que l'auteur Hajime Isayama se soit davantage inspiré de l'histoire du Japon et des États-Unis. Eldia, tout comme le Japon, est une nation insulaire qui s'est isolée du monde pendant longtemps. Le Japon a de même été longtemps enfermé aux influences extérieures avant de s'ouvrir au monde.
De plus, la nation porte le poids d'un passé sanglant et violent, et cette culpabilité reste, tout comme le Japon qui a eu des relations tendues avec certains voisins à cause de son histoire militaire. Également, on a les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale qui avaient placé des Américains d'origine japonaise dans des camps de concentration, rappelant comment Marley confine les Eldiens dans des zones d'internement. L'utilisation de la bombe atomique sur le sol japonais pourrait même être évoquée par la destruction de Shiganshina dans SNK, où Marley frappe Eldia de manière dévastatrice, mais avec le colossal cette fois-ci. Et d'ailleurs, je trouve que la première apparition de Bertholdt en titan colossal fait un peu penser à un champignon atomique. L'influence d'Isayama pourrait également toucher à l'apparence des titans eux-mêmes, qui paraissent gigantesques. Peut-être pour rappeler la taille des occidentaux par rapport aux japonais, comme lors de l'occupation du Japon par les États-Unis après la guerre. Au-delà de ces comparaisons, certains pensent qu'Isayama lui-même exprime un regard critique ou ambigu sur l'histoire du Japon à travers SNK. Il aurait, selon certains, montré du soutien pour une vision nationaliste en mettant des personnages rejetant le côté pacifique du pays. Bon, c'est clairement pas une inspiration ultra visible, mais c'est vrai que ça tient un petit peu la route. À titre personnel, je pense que oui, l'auteur s'est inspiré de l'histoire de son pays pour créer son lore, ça c'est sûr, mais de là à dire que c'est une propagande soutenant la combativité du Japon, pour le coup, je trouve ça vraiment abusé. Patz et l'arbre de la Kabbale. Pour cette théorie, je vais vous demander de la prendre avec d'énormes pincettes, car bien évidemment rien n'a été prouvé par Isayama, et surtout car je ne connais pas ultra bien le sujet, donc je vais simplifier au maximum. Dans Shingeki no Kyojin, on nous parle souvent des chemins, dits paths en anglais. Cet endroit inconnu où est emprisonné l'esprit d'Ymir depuis sa mort, et où se trouverait l'axe qui relie les Eldiens entre eux. On pourrait théoriser sur le fait que l'histoire de ce chemin serait intimement liée au récit de l'arbre de la vie de la Kabbale, un concept mystique du judaïsme qui symbolise l'interconnexion de toutes choses. Comme on vient de le dire, les paths, c'est ce réseau chelou qui relie tous les Eldiens à travers le temps et l'espace, comme un moyen de transmettre les souvenirs et les pouvoirs d'une génération à une autre. Tout cela pourrait nous faire un peu penser à l'arbre de vie qui représente le lien entre différents niveaux de conscience et de spiritualité, avec toutes les énergies connectées. De plus, les passes connectent les âmes et permettent aux détenteurs des titans de capter les souvenirs de leurs prédécesseurs. Ça donne l'impression qu'il y a une sorte de sagesse divine qui circule. Ce qui, là encore, fait penser à l'idée des Séphiros dans l'arbre de vie où chaque chemin est censé transmettre une part de sagesse ou de connaissance. Un autre point commun, c'est que le chemin et l'arbre de la vie sont tous les deux des endroits un peu hors du temps et de l'espace normal. Dans SNK, c'est là où on voit Ymir Fritz coincé pour l'éternité. Et dans la Kabbale, c'est l'idée d'un domaine intemporel, un peu comme une réalité parallèle. On pourrait également parler d'Ymir Fritz, qui est vu comme la source de tous les pouvoirs des titans, ce qui est assez semblable à Keter, qui est la couronne et la source des émanations dans la Kabbale. Donc en gros, ça serait un peu la source de tous les pouvoirs dans l'univers des SNK. Enfin, si on regarde maintenant l'aspect visuel des deux concepts, les chemins ressemblent carrément aux racines et branches d'un arbre. Ce qui, là encore, nous fait penser à l'arbre de vie, qu'on représente souvent comme ça. Mais bon, tout ça, ça reste surtout une interprétation, une théorie des fans qui comparent les deux concepts. Isayama n'a jamais clairement dit que son manga s'inspire de la Kabbale, mais c'est tout de même très intéressant de voir des parallèles avec ces thèmes spirituels, même si c'est juste pour le fun. Le colossal d'Armin. Cette théorie est clairement l'une des plus courtes de cette couche de l'iceberg, mais elle n'en est pas moins intéressante que les précédentes. Avez-vous déjà remarqué que le titan colossal d'Armin n'avait pas d'oreille, contrairement à celui de Bertholdt qui lui en possède? D'après cette théorie, Armin sous sa forme de colossal n'aurait pas d'oreille car il ne souhaite pas entendre le cri des gens qu'il massacre. En vrai, je trouvais cette théorie plutôt crédible. À compter de la saison 4 et du changement de personnalité d'Eren, Armin devient de plus en plus triste et a une certaine amertume vis-à-vis des actes qu'il commet. Suffit de voir sa tête durant l'attaque du port de Revelio pour se rendre compte qu'il a pas l'air très heureux quoi. Mais le problème avec cette théorie, c'est qu'on remarque que de nombreux titans du Rumbling n'avaient eux aussi pas d'oreilles. Le truc qui rend vraiment cette théorie caduque, c'est que le colossal d'Armin n'a pas de nez non plus. Et bon, est-ce que dire que le titan n'a pas de nez car il ne veut pas sentir l'odeur des cadavres en décomposition serait un peu abusé? Eh bah complètement. Soundtrack étrange. Si vous écoutez les albums de la bande-son officielle de la série, vous remarquerez que les morceaux ont des titres extrêmement bizarres et imprononçables. Ils sont souvent écrits en majuscules avec des lettres, des chiffres, des symboles, voire des fautes volontaires. Bon, on va pas tous les citer sinon la vidéo durerait encore plus longtemps, mais par exemple ce morceau-là. Son nom c'est Attack on Titan. Ouais, bref, c'est chelou. Le titre est une sorte de transcription phonétique d'Attack on Titan, avec un mélange de lettres et de symboles pour donner un effet cryptique. Bon, pour celui-ci encore ça va, mais par exemple cette OST là... Elle s'appelle XLTT. Un titre encore plus bizarre qui pourrait signifier transformation en titan extra large, ou quelque chose d'explosif, vu que ce morceau accompagne souvent des moments où les personnages passent en mode titan. Hiroyuki Sawano, le compositeur des musiques de l'anime, aime probablement utiliser ces titres stylisés pour que la musique reste aussi mystérieuse que l'anime lui-même.
Les titres peuvent représenter des thèmes ou des symboles profonds de l'histoire, mais de façon abstraite. En plus, cette manière de nommer ces morceaux intrigue les fans et ajoute un côté un peu crypté à l'univers d'SNK, qui le remplit encore plus de mystère. Ce style unique de titre renforce bien l'atmosphère étrange et intense de l'anime et montre bien le génie de Sawano pour donner du poids aux émotions par la musique. Eren et Walter White. Eren Yeager et Walter White sont deux personnages principaux qui évoluent de manière similaire, passant de héros classiques à des anti-héros profondément controversés, voire dangereux. Malgré leurs différences de contexte, l'un vivant dans le monde des titans, l'autre dans le trafic de drogue, les deux sont animés par des motivations de plus en plus égoïstes. Ils commettent des actions qu'ils estiment nobles, mais qui cachent en réalité un profond désir personnel de contrôle et de pouvoir. Premièrement, ils sont tous les deux en quête de liberté et de pouvoir justement. Au début, Eren est un jeune homme passionné et déterminé à venger sa mère et à libérer l'humanité des titans. Quant à Walter, il est un professeur de chimie sous-payé, diagnostiqué avec un cancer, qui cherche à garantir un avenir financier à sa famille en fabriquant de la méthamphétamine. Tous deux partent d'une motivation noble, presque héroïque. Pour Eren, c'est la liberté et la protection de ses amis. Et pour Walter, la sécurité de sa famille. Mais rapidement, on voit que cette mission de protection n'est qu'une façade. Leur quête devient en réalité une obsession de pouvoir et de contrôle. Pour Eren, sa volonté de libérer l'humanité évolue en une soif de pouvoir destructrice, détruisant des vies innocentes et anéantissant des villes entières. Il justifie tout cela sous prétexte de libérer le peuple d'Eldia, mais au fond il va imposer sa vision du monde libre, selon ses règles, qu'importe le coût humain. Il prend des décisions en solo sans vraiment tenir compte des conséquences pour les autres. Walter, lui, montre cette même trajectoire. Son excuse initiale qui est d'accumuler de l'argent pour sa famille se révèle au final être une justification fragile pour son égoïsme grandissant. Il s'enfonce dans le crime, même lorsque l'argent n'est plus un problème. Au fil du temps, il rejette les tentatives de sortie et d'aide qui s'offrent à lui, prouvant que son but est devenu bien plus personnel. Il aime contrôler, il aime la reconnaissance de Heisenberg. C'est son ego, et non sa famille, qui le pousse à continuer. Et l'exemple qui confirme au mieux mes propos est ce passage de la saison 5, où il avoue directement qu'il s'en fiche des autres et qu'il fait tout ça pour lui-même. Tu comprends? Je dois t'entendre dire, encore une misérable fois, que tu as fait tout ça pour notre famille. Je l'ai fait pour moi. Également, ces deux personnages sacrifient des relations pour des raisons purement égoïstes. Eren s'éloigne de ses amis d'enfance Mikasa et Armin et n'hésite pas à les manipuler, voire à les blesser émotionnellement pour suivre ses propres convictions. Sa décision d'utiliser le grand terrassement montre bien qu'il n'a plus aucun intérêt pour le bien-être des autres, ni même pour ceux qu'il prétendait protéger. Son égoïsme a atteint un tel niveau où il voit toute opposition comme une entrave à sa mission, même si cela signifie de trahir les personnes les plus proches de lui. Il prétend que c'est pour eux, mais en réalité il agit pour satisfaire son propre désir de destruction et de liberté. Walter White suit exactement cette même voie. Sa femme, Skyler, et ses partenaires tels que Jesse Pinkman, dont l'auteur s'inspirera pour créer le personnage de Falco, souffrent de ses manipulations et de ses mensonges. Walter exploite, ment et manipule les gens qui lui font confiance pour avancer dans ses propres objectifs. Quand il n'a plus besoin de quelqu'un, il n'hésite pas à le mettre en danger ou à s'en débarrasser carrément. Je me souviens tout particulièrement d'un passage dans la saison 2 où il voit la copine de Jesse en train de faire une overdose. Il hésite d'abord à la sauver, puis se rend compte que s'il la sauve, Jesse passera de plus en plus de temps avec elle et il délaissera complètement son business avec Heisenberg. Enfin, ni Eren ni Walter n'acceptent de se remettre en question, même quand leurs actions atteignent un point de non-retour. Eren, même face à la possibilité de chercher une paix, préfère imposer sa solution par la force et l'éradication massive, refusant d'écouter les alternatives telles que l'éradication douce proposée par son frère Sig. Il se persuade qu'il n'y a pas d'autre solution, mais en réalité il veut façonner un monde selon ses propres règles, ses propres désirs, peu importe le prix. Là encore, White suit exactement cette voie, refusant de s'arrêter même lorsqu'il a l'opportunité de le faire en toute sécurité. C'est par exemple le cas lors de la saison 5, où après avoir tué Gustavo Fring, il décide de s'allier avec des néo-nazis et continue de faire de la meth par pure envie, voilà comme ça pour le fun, alors qu'il aurait clairement pu arrêter et aurait permis à sa famille de vivre tranquille jusqu'à sa mort. En guise de conclusion, on peut dire que Walter White et Eren Yeager démarrent avec des motivations nobles, mais dérapent vers une quête de pouvoir personnel, se persuadant qu'ils agissent pour les autres alors qu'ils ne le font que pour nourrir leur désir de contrôle et de domination. Leur égoïsme les mène à sacrifier leurs proches, tels que Hank dans le cas de Walter, dont j'aurais aussi pu parler mais bon, ça fera un petit peu trop, et à ignorer les conséquences de leurs actions, ce qui fatalement amènera à leur autodestruction. La manière dont Grisha se transforme. Durant le flashback sur la jeunesse de Grisha Yeager, on apprend que celui-ci est né dans le pays de Marley, où il y grandit en tant qu'Eldien oppressé, persécuté par la société Mar et ses habitants. On y apprend également qu'il avait une petite sœur du nom de Faye Yeager, âgée de 8 ans. Un jour, en se promenant, ils ont vu un dirigeable. Faye a dit qu'elle aimerait trop monter dans un de ses engins, ce qui a motivé Grisha qui a réussi à la convaincre de quitter le camp pour aller suivre ce dirigeable. Elle était un peu inquiète au début, mais elle a fini par le suivre, et ils ont couru hors du camp. Ils sont ensuite arrivés dans une ville de Marley où Faye s'est sentie mal à l'aise à cause des regards et des insultes que les habitants leur lançaient.
Puis ils ont atteint le hangar du dirigeable et l'ont vu entrer. Faye était super émerveillée par ce qu'elle voyait, mais son bonheur n'a pas duré longtemps. 2 soldats de Marley les ont remarqués. Terrifiée, elle a alors commencé à pleurer quand l'un des soldats a frappé son frère. L'autre soldat a décidé de s'éloigner pendant que son collègue continuait à punir Grisha, qui avait choisi de prendre la punition de Faye avec lui, juste parce qu'ils étaient sortis du camp sans permission. Plus tard, on apprend que le soldat qui avait éloigné Faye l'a donné en pâture à ses chiens. On comprend donc par là que Grisha s'est toujours senti coupable de la mort de sa petite sœur et qu'il n'a jamais pu se la pardonner. Maintenant, lorsqu'on voit la scène où il se transforme en titan pour manger la famille Rice, on le voit penser à Faye. Plus précisément au moment où il a pris sa main dans la sienne et l'a conduite en dehors des murs. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que lorsque d'autres porteurs se transforment en titan, ils ne font que se mordre la main, se coupent la paume ou utilisent une blessure antérieure. Ici, c'est la seule fois où nous avons vu quelqu'un s'empaler la main complètement. Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce que Grisha poignarde la même main qui a conduit sa sœur à la mort. L'anime ajoute d'ailleurs une emphase supplémentaire à cette scène en incluant 3 plans différents de la main de Grisha. On a ici un moment magnifiquement déchirant et un exemple fantastique du show don't tell, littéralement montre mais ne dit rien. On comprend la rancune qu'a le père d'Eren envers lui-même, et ce, sans qu'un seul mot en lien avec ces événements ne soit prononcé. La mort de Sacha Bros. La mort de Sacha est sans conteste la mort la plus random et la plus imprévisible de tout le récit. Survenu au chapitre 105 du manga, Bros meurt pendant la bataille de Revelio dans l'un des dirigeables rentrant sur Paradis, alors que nos héros battaient en retraite. Une légende raconte qu'Isayama avait prévu de la faire mourir bien plus tôt, plus précisément durant le passage où elle sauve une jeune fille du nom de Kaya dans son village natal à Doper. La légende raconte que l'éditeur d'Isayama aurait trouvé la mort tellement triste qu'il en aurait pleuré et aurait supplié l'auteur de ne la tuer que plus tard. C'est ainsi que Sacha mourut tué par Gabi d'une pauvre balle de carabine. Ce qui, je trouve, rend la mort de ce personnage encore plus triste qu'elle ne devait l'être à l'origine. C'est vraiment la mort qui, selon moi, fait passer le manga dans une toute autre dimension. Car là où avant certains personnages tels que Connie, Hansi ou encore Sacha rendaient le monde de Shingeki un peu plus drôle malgré le danger omniprésent, à partir de la mort de cette dernière, on sent qu'aucun des personnages n'a envie d'être là et ne passe un bon moment. Marco. Vous souvenez-vous de Marco Bot, ce personnage secondaire trouvant la mort d'une manière particulièrement tragique lors de l'arc de la bataille de Trost. Voici ce qui se passe. Pendant la bataille, Marco découvre par accident que Rainer Braun et Bertolt Hoover sont en réalité des titans cuirassés et colossales, infiltrés dans l'armée humaine pour détruire les murs. Cette découverte met Rainer et Bertolt dans une situation difficile. Pour préserver leur identité secrète, ils décident de se débarrasser de Marco. Ils le désarment alors et le laissent impuissant sur le champ de bataille, sachant qu'il sera tué par un titan. Marco, choqué et désemparé, tente de comprendre pourquoi ses propres camarades l'ont trahi, mais il n'a pas le temps d'obtenir une réponse. Peu de temps après, il sera dévoré par un titan sous les yeux de Rainer, laissant ainsi sa dépouille à moitié découpée. Maintenant, si je vous parle de lui, c'est qu'il y a un détail plutôt marrant autour de ce personnage, sa date d'anniversaire. En effet, Marco est né le 16 juin 834. Et le 16 juin, c'est littéralement le milieu du calendrier, la moitié de l'année, tout comme son corps qui a été dévoré à moitié. Censure. Si SNK est aussi connu dans le monde, c'est tout de même en grande partie, enfin plutôt à cause de sa violence. À titre personnel, je me souviens tout particulièrement de la mort de Mike dans la saison 2 qui m'avait pas mal fait flipper à l'époque. J'avais à peine 12 piges et j'avoue que j'ai pas passé une bonne nuit très clairement. Cependant, pour remédier entre guillemets à ce problème, les producteurs de l'anime ont décidé de ne pas adapter ultra fidèlement certaines scènes du manga et de les édulcorer pour rendre le tout moins sanglant. C'est ce qu'on appelle plus communément dans le milieu de l'autocensure. Apparemment, ce serait car les chaînes de télévision imposeraient aux studios de rendre l'anime moins gore pour qu'il puisse être vu par le plus de personnes possible. Et donc, qu'il rapporte plus d'argent quoi. C'est je pense pour cette raison que de plus en plus d'animés tels que Devilman Crybaby sortent uniquement sur Netflix et autres plateformes de streaming. Car les plateformes de streaming sont beaucoup moins exigeantes en termes de censure que les chaînes télé. Dans le cas de l'attaque des titans, il y a pas mal de scènes censurées qui me viennent à l'esprit. Je pense tout particulièrement au combat entre le bestial et Levi, où dans le manga, Six se fait transpercer la bouche par Ackerman, ce qui a été un petit peu adouci en animé. Maintenant, et si je vous parlais de la Malaisie? Oui, PTDR, dit comme ça n'a aucun rapport. Si je vous parle de ce pays, c'est parce que si vous achetez un tome de Shingeki là-bas, vous verrez qu'absolument tous les titans sont recouverts d'un short. Ou d'un caleçon, je sais pas trop en fait. Bon, je sais vraiment pas pourquoi les éditeurs malaisiens ont décidé de recouvrir les parties intimes des titans, qui techniquement n'existent pas, hein. Mais cela pourrait s'expliquer par le fait que la majorité des habitants du pays soient très croyants, et que donc la moindre trace de sexe doit être bannie. En vrai ça va, ça change pas grand chose au récit, si ce n'est rien, mais je trouve tout de même que cette anecdote est plutôt drôle à souligner. Sig et ses jouets. Observez cette image tirée de l'anime. Si on regarde bien, on peut voir parmi les jouets avec lesquels s'amuse Sig enfant se trouve notamment un singe. Ce qui nous fait étrangement penser au titan bestial qu'héritera plus tard notre cher Sig Yeager. Bon, on risque de vous décevoir, non ce n'est pas un foreshadowing, mais plutôt un petit clin d'œil puisqu'à ce moment-là on savait déjà que Sig était le bestial. Ce dont je n'avais néanmoins pas fait attention, c'est les chevaux et les jouets soldats qu'on peut voir à terre.
Pour ce qui est des chevaux, on peut se souvenir du passage où le bestial en prend un et s'en sert comme projectile contre Mike dans la saison 2. Par contre, en ce qui concerne les soldats à terre, j'avoue que j'en ai aucune idée. De ce que j'ai pu voir, ça représenterait les forces d'Erwin et ses combattants, mais là pour le coup je suis moins sûr. Après ça collerait un petit peu quand on sait qu'ils s'affrontent à un moment dans la série, mais je pense que c'est un peu de la surinterprétation. Farmer Coon ce giga Chad. Bon, celle-là on va aller très vite, hein, parce que j'ai tellement rien à dire tellement c'est débile. Bon, vous vous souvenez du fermier avec qui Historia se met en couple dans la saison 3 ? On découvre accessoirement qu'il l'a mis enceinte, mais bref, retenez bien sa tête. Voilà, j'ai plus rien à rajouter, MDR, venez on avance, c'est mieux. La théorie de l'œuf parasite. La théorie de l'œuf parasite, c'est une théorie que les fans de Shingeki no Kyojin ont imaginée pour expliquer d'où vient le pouvoir des titans. Selon cette théorie, le parasite, ou du moins la forme de vie étrange qui se serait attachée à elle et lui aurait donné ses capacités surnaturelles, serait un extraterrestre. Dans le manga, Ymir trouve ce pouvoir après être entré en contact avec une espèce d'entité bizarre qui ressemble à une espèce de colonne vertébrale. Un truc organique dans un monde mystérieux qu'on appelle le chemin, comme on l'a vu un peu plus tôt. Dès qu'elle touche cette chose, elle se transforme et devient la première à pouvoir se transformer en titan. C'est là que les fans se sont dit que ce parasite pouvait être une sorte de forme de vie extraterrestre, ou quelque chose de surnaturel, ou même un ancien organisme un peu mutant qui s'est accroché à Ymir pour survivre ou se répandre. En gros, cette chose aurait utilisé Ymir comme un hôte, et en transmettant ce pouvoir à sa descendance, se serait implanté dans le peuple eldien, un peu comme le symbiote dans Spider-Man. Ce qui rend la théorie crédible, c'est plusieurs éléments dans le manga. D'abord, la colonne vertébrale, si on peut dire ça comme ça, qui se connecte à Ymir ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, elle a une forme super chelou et hyper organique, comme si elle avait sa propre vie. Ensuite, il y a tout le délire de transmission du pouvoir de Titan qui se fait de génération en génération chez les Eldiens, ce qui fait penser à une sorte de réplication biologique, comme si le parasite voulait survivre à travers eux. Enfin, quand on regarde les Titans en général, ils agissent un peu comme des parasites eux-mêmes. Ils envahissent les corps humains pour survivre et changent ces corps de manière irréversible, ce qui ressemble pas mal à des organismes parasitaires dans la nature. Bref, cette théorie de l'œuf parasite, ça ajoute une touche de science-fiction à l'origine des titans, et ça propose que le pouvoir des titans ne soit pas juste mystique ou lié à une malédiction, mais en fait super biologique, avec ce parasite qui serait derrière toute l'histoire. Reiner a une double personnalité. Reiner a une sorte de double personnalité causée par la pression énorme qu'il ressent en vivant une vie complètement contradictoire. D'un côté, il est un guerrier de Marley, avec une mission à accomplir qui implique de trahir et de tuer beaucoup de gens, y compris des amis qu'il a commencé à apprécier. De l'autre côté, il est un soldat qui se lie d'amitié avec les membres du bataillon d'exploration, comme Eren et Armin, ce qui le rend très attaché à eux. Cette séparation en deux personnalités l'aide à gérer le stress et la culpabilité qu'il ressent à cause de ses actions. Quand il est dans son rôle de guerrier, il se montre froid et déterminé. Mais quand il est avec ses amis, il est plus empathique et vulnérable. Ce conflit entre ces deux identités provoque beaucoup de souffrance mentale chez lui, et il finit par se sentir complètement perdu. Moi avant, je pensais qu'il était bipolaire. Sauf qu'au lieu d'alterner entre des humeurs comme dans un trouble bipolaire, où on peut avoir des phases de joie et des phases de déprime totale, Reiner, lui, passe de guerrier à soldat selon les situations, comme si son cerveau avait divisé sa personnalité en deux pour encaisser le choc. Il se coupe en quelque sorte en deux pour gérer le fait qu'il mène une double vie impossible à assumer. Ça lui permet de continuer sa mission, mais à un énorme prix mental. Donc ce n'est pas vraiment de la bipolarité, c'est plus un trouble dissociatif causé par les traumas et l'énorme conflit intérieur qu'il vit tout le temps. Erwin Rommel. Le 20 juillet 1944 a eu lieu un complot connu sous le nom d'Opération Valkyrie. Le but derrière cette opération était une tentative d'assassinat visant à éliminer Adolf Hitler et à renverser le régime nazi pour sauver l'Allemagne de la défaite totale. Organisé par un groupe de militaires et de civils allemands opposés à Hitler, ce plan fut conduit par le général Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg plaça une bombe dans la salle de réunion du quartier général d'Hitler, la Wolfschanz, en Prusse orientale. Bien que l'explosion ait causé des blessures, Hitler survécut, car la bombe avait été déplacée. Le complot échoua et les conspirateurs furent rapidement arrêtés et exécutés. Cet acte de résistance, bien qu'infructueux, reste symbolique pour la lutte contre le totalitarisme en Allemagne nazie. Parmi tous les soutiens et alliés des membres à l'origine de ce complot figurait un certain Erwin Rommel. Rommel était un officier allemand contre le régime du moustachu. Et bien qu'il n'ait pas directement participé à cette attaque en juillet 44, il espérait faire chuter Hitler pour le traduire en justice plutôt que de l'assassiner, ce qui le distinguait des autres membres du complot. Après l'échec de l'attaque du 20 juillet, son lien indirect avec certains conspirateurs fut découvert et il fut contraint de se suicider pour éviter un procès public qui aurait pu nuire à sa famille. Ici, on peut aisément comprendre qu'Isayama s'est inspiré de l'histoire de Rommel pour faire son personnage d'Erwin Smith. Bon, les inspirations les plus évidentes sont bien évidemment le nom, le fait qu'ils soient tous les deux blonds aux yeux bleus, le cliché de l'allemand, mais surtout leur vie tout simplement. Erwin Smith tente de renverser le roi factice de Paradis et tente de prouver qu'il y a une vie en dehors des murs, et est condamné à mort pour cela. Rommel, dans son cas, espère faire chuter le régime nazi, et est aussi condamné à mort. Un autre élément que je trouve plutôt sympa et qui confirme qu'Isayama s'inspire minutieusement de notre histoire, Erwin dans SNK naît un 14 octobre. Rommel, quant à lui, est mort un 14 octobre.
Et voilà, vous y êtes enfin arrivés. Vous voici dans les ténèbres de l'iceberg. Les sujets dont nous allons parler dans cette ultime partie sont parmi les plus sombres de la saga. Qu'ils soient purement fictifs, des théories et autres références mystérieuses, voire pour certains totalement réels. Alors accrochez-vous, et on est parti. Le plan Madagascar. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Madagascar Plan? C'est une partie de notre histoire moderne que peu de gens connaissent, moi y compris avant d'écrire ce script, voilà, je l'avoue, et qui pourtant est super importante à retenir tant elle est horrible. Bon, je n'apprends rien à personne en disant qu'un certain dictateur d'origine autrichienne prend la tête du gouvernement allemand le 30 janvier 1933 et se fait voter les pleins pouvoirs le 2 mars de la même année. Il y instaure un régime de terreur, le fascisme, un régime ayant une haine particulière envers les handicapés, les homosexuels, les gens du voyage et surtout le peuple juif. Bon, la suite vous la connaissez, plus de 6 millions de juifs déportés, un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité, je pense pas avoir besoin de vous détailler plus que ça l'histoire. Néanmoins, ce que je ne savais pas, c'est qu'en 1936 germe l'idée chez de nombreux dirigeants, notamment français, de vivre dans une Europe sans aucun juif, et de les déporter vers l'île de Madagascar, encore sous domination française à cette époque. L'idée est par la suite récupérée par l'Allemagne nazie avant que le régime ne l'abandonne, principalement en raison de l'échec de l'Allemagne à vaincre le Royaume-Uni et à contrôler les voies maritimes, rendant une déportation massive vers Madagascar impossible. Finalement, les nazis ont opté pour la solution finale, conduisant à la mise en place de camps d'extermination et au génocide des juifs. Sachez que j'ai extrêmement simplifié parce que je m'y connais pas spécialement et aussi parce que ça serait beaucoup trop long pour cette partie. Pour en revenir à SNK, vous ne trouvez pas que si on compare la carte du monde de Shingeki à la nôtre, l'île de Paradis ressemble à s'y méprendre à l'île de Madagascar? Et oui, vous comprenez parfaitement que l'auteur a repris à l'identique cette idée de Madagascar Project. Cette fois-ci, ce ne sont pas les juifs qui devaient être déportés de l'Europe, mais les Eldiens qui se font virer de Marley pour aller sur une île, celle de Paradis, la Madagascar de notre monde. Le parallèle va encore plus loin quand on sait que le père d'Eren, Grisha Jäger, porte un brassard avec une étoile sur celui-ci. Lui ainsi que tous les Eldiens vivant à Mar. La référence à l'étoile jaune portée par les juifs durant la Seconde Guerre mondiale pour les différencier des autres est ici plus qu'évidente. Cette inspiration d'Isayama est super stylée, car elle nous montre que l'art est avant tout une capsule temporelle qui nous permet, au-delà du divertissement qu'elle nous procure, de nous souvenir d'éléments durs de notre histoire. Et c'est extrêmement triste de se dire que malgré le temps qui passe et le fait que ces événements soient tellement ancrés dans nos inconscients collectifs au point où on va jusqu'à les représenter dans des fictions pour ados, l'humain n'apprend jamais de ses erreurs et se permet de refaire les mêmes atrocités qu'il y a 80 ans. La guerre éclair à Revelio. On se souvient tous de l'attaque des Eldiens à la ville de Revelio en l'an 854. Après avoir éliminé tous les titans présents sur Paradis, nos héros partent attaquer la contrée de Mar, en commençant par l'une des plus grandes villes, Revelio. Cet événement n'est pas sans nous rappeler la guerre éclair, dit la Blitzkrieg, perpétrée le 14 juin 1940 par les forces allemandes sur le sol français. Le 28 juin 1919 est signé un traité de paix à Versailles entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale, sobrement nommé le traité de Versailles. Le traité stipule alors qu'elle n'a pas le droit d'avoir d'armée, doit payer près de 132 milliards de marks or, soit à peu près 500 millions d'euros actuels, et perd également de nombreux territoires tels que l'Alsace ou encore la Prusse orientale. En gros, c'est la merde pour le pays et c'est de cette manière que le fameux moustachu allemand, dont on a déjà parlé mais dont on reparlera encore dans cet iceberg, monte au pouvoir et déclenche la guerre éclair. En à peine 40 jours, les forces allemandes contrôlent tout le nord de la France, après être passées par la Belgique, ce qui était d'ailleurs totalement interdit. Enfin, le plus gros point commun entre ces deux événements, au-delà du fait que ce sont des batailles ayant déclenché des guerres, c'est qu'ils sont tous les deux nés d'une haine, d'une envie de revanche d'un peuple face à un autre. D'un côté, l'Allemagne veut se venger de l'humiliation qu'elle a subie à la fin de la Première Guerre mondiale, de l'autre, Paradis veut se venger de sa captivité forcée par Mar. Pour finir, les deux conflits se déclenchent ultra rapidement, d'où le nom de la guerre éclair, la Blitzkrieg. Ymir Fritz a un syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est un effet psychologique assez bizarre qui se produit quand des gens pris en otage commencent à développer des sentiments positifs pour leurs ravisseurs. Le nom vient d'un événement qui a eu lieu en 1973 à Stockholm, en Suède, lorsqu'un groupe de voleurs composé de Jan Erik Olsson et de Clark Olofsson braquèrent une banque et prirent en otage des employés. Pendant 6 jours, ces otages ont été retenus dans une chambre forte de la banque, et au lieu de détester leurs ravisseurs, ils ont commencé à les défendre et même à les protéger, et ce, même après avoir été libérés. Les psychologues pensent que c'est une sorte de mécanisme de survie. Quand t'es dans une situation aussi stressante, tu peux essayer de créer un lien avec ton agresseur pour diminuer la tension et éviter d'autres violences. C'est comme si tu voulais te protéger en te mettant de leur côté, surtout si, de temps en temps, ils montrent un peu de gentillesse. Après cet incident, on a commencé à parler de syndrome de Stockholm pour décrire d'autres cas similaires où des victimes développent une sorte d'empathie pour ceux qui leur font du mal. On pourrait penser qu'Ymir Fritz présente à de nombreux moments des signes de justement ce syndrome de Stockholm. Bon déjà, elle est capturée et réduite en esclavage par le roi Fritz qui l'utilise pour son pouvoir de titan. Il la traite comme un outil, mais elle reste ultra loyale. Elle fait tout ce qu'il lui dit, même quand cela va à son encontre. Elle va même jusqu'à accepter de faire des enfants avec lui et de continuer à la servir après sa mort. Le truc, c'est qu'elle est tellement conditionnée qu'elle croit qu'elle ne vaut rien en dehors de ce rôle.
Elle finit par accepter cette idée d'être une servante, comme si elle pensait vraiment que sa seule valeur c'était de faire ce qu'il voulait, ce que le roi veut. Clairement, elle est brisée psychologiquement et elle a intégré tout ce qu'il lui a fait subir au point qu'elle continue à le servir, même quand elle pourrait être libérée de cette emprise. Et ça, c'est complètement du syndrome de Stockholm. Le moment où tout bascule, c'est quand elle rencontre Eren dans le chemin. Eren, lui, il lui parle différemment. Il ne lui dit pas quoi faire. Il lui dit qu'elle a le droit de choisir pour elle-même. En gros, il lui fait réaliser qu'elle n'a pas à rester prisonnière de cette loyauté forcée, et là, elle comprend qu'elle est libre depuis le début, mais qu'elle s'était enfermée toute seule à cause de ce qu'elle avait vécu. Ce moment, c'est comme une libération pour elle. Elle lâche enfin cette obéissance aveugle parce qu'elle comprend qu'elle a été manipulée pendant des siècles. Donc ouais, même si c'est pas explicitement appelé syndrome de Stockholm dans le manga, Ymir Fritz en est un exemple parfait. Sa vie entière, c'est une tragédie de manipulation et de contrôle au point qu'elle ne voyait même plus qu'elle avait le choix. La vraie fin du manga. En 2018, Hajime Isayama partagea ce qui devait être selon lui la dernière case de son manga. Sauf que près de 6 ans plus tard, la dernière case est très différente. Je me rappelle qu'à l'époque, le youtubeur Riles en avait parlé sur sa chaîne, et perso, je pensais que c'était Eren dans un futur plus ou moins lointain, tenant son enfant dans ses mains. Mais il semblerait plus que soit en réalité Grisha tenant dans ses bras son fils bébé et lui disant « tu es libre ». Ce qui au final est ultra faux quand on connaît ce qui va arriver par la suite. On raconte même que lorsque les brouillons du chapitre 139 ont été publiés, cette case n'apparaissait même pas, nous prouvant ainsi que la fin a été changée ou du moins modifiée avant sa publication. Cette esquisse a donc servi de teaser symbolique pour l'aboutissement du parcours d'Eren. Il est possible qu'Isayama ait changé d'avis ou décidé de conclure avec une autre illustration qui encapsulait encore mieux les thèmes et les résolutions finales de l'histoire. L'accident de la pièce de théâtre. Au tout début de cet iceberg, je vous avais dit de retenir tout particulièrement la comédie musicale basée sur l'univers de Shingeki no Kyojin. On avait vu qu'elle avait eu lieu au Japon en janvier 2023 à Tokyo et à Osaka, puis qu'elle s'est par la suite exportée aux États-Unis, à New York plus précisément en octobre 2024. Néanmoins, ce que je ne vous ai délibérément pas précisé, c'est qu'une pièce de théâtre Attack on Titan avait à l'origine été développée vers 2016, soit il y a près de 9 ans maintenant. Elle a été annoncée avec la sortie du volume 21 du manga, et la production se déroulait plus ou moins sans accroc. Cependant, durant les répétitions techniques, un accident est survenu alors que l'équipe travaillait sur des cascades et des effets de levage pour simuler les scènes d'action de Shingeki. Un des cascadeurs professionnels, un certain Kazutaka Yoshino, décède en testant la mécanique de l'équipement tridimensionnel à seulement 38 ans. Pour des raisons encore peu claires, une défaillance a eu lieu dans le système de câblage ou dans l'équipement de sécurité. Cette défaillance a entraîné la chute mortelle du cascadeur qui a succombé à ses blessures avant de pouvoir être secouru. La gravité de l'accident a immédiatement stoppé la production et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes et vérifier si toutes les mesures de sécurité avaient bel et bien été respectées. En 2022, il a été annoncé qu'une nouvelle comédie musicale serait mise en scène. Une affiche et une bande d'annonce sont toutes deux sorties le 5 septembre de la même année, et l'accueil était principalement positif, bien que certains aient noté qu'ils espéraient que la production soit plus prudente. Cette production a finalement repris après un certain temps de réflexion et de modification dans les mesures de sécurité. Cependant, l'incident reste dans la mémoire collective des fans et de l'industrie théâtrale japonaise, et il a marqué la comédie musicale de Shingeki no Kyojin d'une empreinte tragique. Le suicide de Reiner. Alors, si on fait un lien entre le suicide d'Hitler et la tentative de suicide de Reiner, on se rend compte qu'il y a plein de trucs en commun, surtout sur le désespoir et les conséquences de la guerre. Pour commencer, Adolf Hitler, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve dans son bunker à Berlin, complètement acculé. Il sait que l'Allemagne est foutue et que son régime va s'effondrer. De l'autre côté, on a Reiner qui vit lui aussi un moment super sombre. Sa tentative de suicide arrive à un moment où il ne peut plus supporter la pression et la douleur de son existence. Pour lui, c'est comme s'il n'y avait plus de sortie et que tout était devenu trop lourd à porter. Dans les deux cas, on y voit des gens qui, face à l'effondrement de leur monde, que ce soit le régime nazi pour Hitler ou la vie de guerrier pour Reiner, plongent dans le désespoir. Ils sont tous les deux incapables d'affronter les conséquences de leurs actions, Hitler choisit de mourir plutôt que d'assumer la responsabilité de ses crimes, et Reiner veut fuir la culpabilité d'avoir trahi ce qui comptait pour lui. Meurtrier. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est très probablement la plus sombre tournante autour de l'univers de Shingeki no Kyojin. Bien qu'elle n'ait pas de lien direct avec le manga et son scénario, elle reste tout de même on ne peut plus réelle, et est de nos jours encore d'actualité. Connaissez-vous cet homme? Il y a de fortes chances que non, puisqu'il ne montre pas beaucoup son visage en public. Ce gars, c'est Jung Nyun Park. On connaît pas beaucoup de choses sur lui, si ce n'est qu'il a des origines coréennes, tout du moins il en a l'air au vu du nom, qu'il a 49 ans et qu'il était marié à une certaine Kanako Park, âgée de 38 ans au moment des faits. Et vous vous doutez bien que si je dis au moment des faits, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Le mardi 9 août 2016 à 2h du matin, Park appelle les services d'urgence pour signaler que, je cite, « sa femme s'était effondrée ». Peu après l'arrivée des agents à la résidence, ces derniers découvrent Kanako allongée, face contre sol, au pied d'un escalier. Son décès a été confirmé environ 1 heure plus tard dans un hôpital voisin. Une autopsie a ultérieurement établi que la cause du décès était une suffocation due à une pression exercée autour du cou.
Park, qui vivait alors avec sa femme et leurs 4 enfants, avait d'abord déclaré que sa femme était tombée des escaliers, avant de changer sa version en affirmant qu'il s'agissait d'un suicide. L'analyse des images de vidéosurveillance n'a révélé aucun intrus dans la maison au moment des faits. De plus, les enquêteurs ont découvert du sang de Kanako à plusieurs endroits des escaliers, y compris dans une chambre. La police suspecte alors que Park a étranglé sa femme dans la chambre avant de déplacer le corps dans l'escalier. La haute cour de Tokyo a examiné l'appel concernant la peine de 11 ans prononcée par le tribunal de district de Tokyo le 18 juillet dernier à l'encontre de Jun Yoon Park pour le meurtre de sa femme. Selon le juge, l'argument de la défense soutenant que l'époux se serait suicidé est improbable, compte tenu du témoignage de Park. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je vous raconte une histoire des plus sordides qui ne parle aucunement de titans ou de bataillons d'exploration, n'est-ce pas? Eh bien c'est tout simplement que Park est en réalité éditeur de manga et fut le rédacteur en chef de Shingeki no Kyojin à son lancement en 2009. Il travaillait donc avec Isayama sur son manga, mais aussi avec divers autres mangaka tels que Nakaba Suzuki, l'auteur derrière Nanatsu no Taizai aka Seven Deadly Sins. Park avait rejoint la maison d'édition Kodansha en 1999 et bossé dans le Besatsu Shonen Magazine. En juin 2016, il change de département éditorial et bosse dans le Weekly Morning, un magazine de la même maison d'édition. J'ai pas vraiment de morale à vous donner après tout ça, si ce n'est de bien évidemment jamais idéaliser une personne qui vous est inconnue, et encore plus aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Bien qu'il ait une grande part de responsabilité dans de nombreux shonen mainstream, Jung Yoon n'en reste pas moins une ordure qui n'a pas cessé de plaider son innocence malgré des preuves accablantes contre lui. Et on se doute bien que l'auteur était très loin d'imaginer que derrière un patron l'aidant à développer ses idées et ayant permis à la création de l'un des plus grands mangas et animés, se cachait en réalité un monstre des plus meurtriers. Bon et bien voilà, c'en est fini pour cette vidéo, je suis vraiment explosé mais vous avez pas idée. Aujourd'hui on aura parlé de 50 histoires autour de l'attaque des titans, c'était vraiment cool, et j'espère que le visionnage de cette vidéo en ma compagnie vous aura plu, tout comme cela m'a plu de la faire. Bien que je vous avoue que par moments c'était pas mal chiant hein. Dites-vous à la base, dans le script là j'avais prévu de faire une blague sur Sparking. En fait j'avais prévu de faire une blague comme quoi j'avais pas beaucoup joué à Sparking, et genre après je vous monte un screen où j'ai genre 300 heures de jeu, mais bon vu qu'apparemment la hype du jeu est morte, ça sert plus à rien. Enfin bref, c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, la plus ambitieuse aussi. Par contre, s'il vous plaît, vous attendez pas à des vidéos aussi longues que ça, hein. 15 minutes c'est pas mal aussi. Bon, j'ai encore 2 dernières petites choses à vous dire avant de vous lâcher. La première, c'est que normalement, bon on n'est jamais trop prudent, mais normalement il n'y a pas de coquille dans la vidéo. Mais si on a une, bon c'est pas grave, je ferai un commentaire épinglé pour rectifier quoi. Et la seconde, c'est qu'en fait au montage, je me suis rendu compte que je soufflais du nez, je sais pas comment c'est possible en fait. Donc bah j'ai essayé de gommer au mieux tous ces passages sur Premiere Pro, mais c'était vraiment une galère, donc veuillez m'excuser s'il y a des passages où ça souffle trop, j'ai vraiment fait de mon mieux. Et bon normalement, ça passe crème. Mais enfin bon, sur ce, je vous laisse, c'était votre humble valet Brookma pour vous servir, et je vous dis à une prochaine pour d'autres icebergs, qui sait. Allez, à plus.